Et salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans ce nouvel entre-deux-guerres. Ça fait beaucoup de nouveaux. Ça fait beaucoup de nouveaux, je sais, mais c'est parce que je suis content d'être là. Je suis content d'être là. On a plein de choses à raconter aujourd'hui sur plein de jeux différents. Donc, bon, voilà, je suis content. Ça va les copains? Ça va bien, toi? Ça va et toi? Super. Ça va nickel. Comme d'hab, dans le chat, si vous pouvez nous dire si vous nous entendez correctement, j'ai l'impression que oui, parce que j'ai l'impression d'avoir un petit retour là dans l'oreillette, qu'on me dit là ça fait quelque chose. J'ai l'impression que Guillaume a signé au 15 de France. Oui, tout à fait. J'ai signé depuis le match contre l'Italie, où j'ai montré que je mangeais beaucoup plus de spaghettis que les Italiens, ça les a impressionnés, donc du coup, pouf, signature. Toi, vaut mieux t'inviter au cinéma qu'au resto. Hein, ça. On ne dirait pas comme ça, mais il est fort, le petit Guillaume. Hein. Il est fort le con, il est fort. Là, il m'a impressionné la dernière fois. Pour impressionner Marco, il en faut les gars, donc moi je prends. Bon, non, moi je suis un petit joueur à la base, mais j'aurais jamais imaginé que tu pouvais. Régurgiter autant. Que tu pouvais faire ça, que tu avais ces compétences. Non, c'est même pas ça, c'est que des fois on peut être gêné de manger tout seul, mais toi, il n'y a pas de problème. Non, c'est marrant, je me suis jamais même fait la réflexion qu'on pouvait être gêné de manger tout seul, tu vois, donc c'est pour te dire jusqu'où ça va. Bref, on n'est pas là pour parler popote, même si la raclette ça déboîte, on est tous d'accord pour le dire. On est là pour parler Wargame, les gars, on parle Wargame, et du coup, ce soir, on a plusieurs news pour vous. Il y a Clément qui a des news, il y a aussi PC Aventurier des Jeux qui a des news, et ensuite, on a plein de petits sujets, parce que ce soir, on va avoir Clément qui va nous parler d'AOS, on va avoir Aventurier des Jeux qui va nous parler de 40 000, on va avoir Marco qui va nous parler de MCP, et on va avoir moi-même qui va vous parler de Song of Ice and Fire dans une toute nouvelle chronique. Donc ce soir, plein de trucs, restez connectés, bien évidemment, parce que si je vous dis de vous casser, ça n'a absolument aucun sens, hein, on est bien d'accord. Et du coup, on va tout de suite, c'est ça. Et ciao. Et puis, donc, merci pour cela, il va bientôt. On va commencer tout de suite par Clément, on avait dit, qui va commencer avec ses news. Yes, alors, que je me trompe pas, on va commencer par celle-ci, qui sont des nouveaux Battle Tomes qui vont débarquer sur Age of Sigmar. Donc hop, je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc on a 6 Battle Tomes qui ont été annoncés sur Age of Sigmar. Donc là, on voyait, Marco nous avait montré la boîte Fury and the Deep, je crois, un truc comme ça s'appelle. Ouais, c'est ça que j'ai eu. C'est ça. Donc, qui annonçait en fait la sortie des 2 Battle Tomes Idonet et Fire Slayer, avec au moins une nouvelle unité chacun. On verra si on aura plus, mais il faut pas trop espérer. Donc, on a déjà eu quelques petites règles concernant ces 2 personnages-là. On a commencé à avoir aujourd'hui des petites news sur les Fire Slayer pour voir un peu ce qui changeait dans ce nouveau Battle Tome. Ça y va tranquillement, je pense qu'on n'a pas trop de dates, pour l'instant on a juste une période, on sait que ça va sortir durant l'hiver. Donc ça diminue du coup. Mettre 2 mois, quoi. Ça peut encore mettre un peu de temps, mais ça peut arriver. L'hiver c'est bientôt fini là, non? C'est mars, il me semble. Fin mars. Jusqu'au 20 mars. Ouais. Et bah, donc ça met presque 2 mois, quoi. Un mois et demi. Ouais, c'est vrai, ouais, j'avais pas calculé que ça faisait presque 2 mois. C'est vrai, ça fait un mois et demi. Je l'accorde. Un point pour moi. Un point pour Gryffondor. Et tu as bien fait de préciser Gryffondor. Ça, c'est sûr. Et un point pour Poussoufle. Non, Poussoufle, c'est plus de ce côté-là. C'est l'autre côté. T'as changé de main, mais c'est toujours l'autre côté. Il n'y a rien. De ce côté-là, les gars, c'est le bout du pas. Ouais, du coup, on mal. Au moins, j'ai les cheveux qui poussent à l'intérieur, j'ai les yeux qui me sortent des oreilles. Bref, je sais plus où je suis, les gars. Bon, on continue. On n'a pas eu que ça, parce qu'ils nous ont annoncé une autre boîte, on va en parler tout de suite, mais du coup on a aussi 2 autres Battle Tomes qui vont débarquer, qui seront donc les Night Haunt, qu'on attendait pas mal, parce que après les Idonet c'était le 2e plus vieux. Les Idonet vont être refaits, les Night Haunt vont être refaits. Le 2e plus nul. Aussi, il avait aussi cette faculté incroyable. Vous allez dire ça, mais s'il faut derrière avec le nouveau Battle Tome, elle va déchirer l'armée. Ah mais c'est sûr certain en fait. J'espère qu'ils vont vraiment faire carrément un nouveau concept. Voilà, en fait, c'est ce qu'il faut attendre. Ici. Ah, c'est cela. Ok.
C'est ce qu'il faut attendre en fait de toute façon, et on a bien vu déjà les 3 premiers Battle Tom qui étaient sortis sur la V3, ils ont tous les 3 vraiment réinventé le gameplay. On peut penser à Nurgle qui s'est vraiment vu changer de tout au tout, c'est plus du tout la même armée à jouer. Les Stormcast ont eu un énorme buff, les Uruks sont vraiment fun à jouer, et donc on peut attendre, on attend en tout cas que ça continue là-dessus. Pourquoi tu rigoles toi? Les Stormcast, ils ont eu un énorme buff. Les autres, c'est rigolo à jouer. Bah c'est vrai quoi, vous avez pas de dragon, vous avez des pigeons. Mais non, mais ça me fait marrer quoi. Des vautours, c'est encore C'est la pire que des Je veux pigeons. dire, bah, c'est un peu nul, mais quand même, c'est rigolo. C'est un peu quoi, nul, hein. mais on s'amuse un peu, au moins on s'amuse. Donc ouais, il y a Nighthawk et Daughter of Cain. Daughter of Cain, ça fait bizarre, mais moi, je suis quand même content. Ça fait bizarre parce que ça fait moins d'un an que le dernier Battle Tom est sorti en fin de V2. Mais je suis quand même content parce que je trouvais que le dernier Battle Tom, bah, tu vois, j'ai arrêté de le jouer parce que je m'amuse plus dessus. Il y a beaucoup de choses qui, pour moi, ne vont pas dedans. Et merci, la parole ludique, pour ce petit abonnement Prime. Merci. Donc on avait ces 2 Battle Tom là, on va revenir un petit peu plus tard sur la boîte qu'ils ont montré avec tout ça, et ils ont annoncé aussi 2 autres Battle Tom. Donc pour l'instant on ne connaît pas encore les factions, même si on a quand même pas mal de rumeurs et on pense savoir ce que ça va être, qui devrait arriver eux pour cet été. Donc voilà, on a la petite roadmap ici, hop, que je vous montre ça en grand. Donc voilà en gros ce qui va se passer sur AOS niveau Battle Tom. Ça fait plaisir au moins d'avoir de la communication et d'avoir une roadmap, parce que c'était un peu ce qui manquait, on était un peu en aveugle, et ça c'est une bonne chose. Et pour les rumeurs, grosso modo, aujourd'hui, ça serait quand même... ça serait quand même... Dans le chat, il faut qu'ils nous disent, pour Ah, eux, c'est quoi? qu'est-ce que vous voulez voir? Il y a un Battle Tom KO, un Battle Tom Order. Ouais. Sylvanette. Luminette. Luminette. Alors il y en a quand même pas mal en fait, parce que on va en reparler un peu plus tard durant l'émission, mais en fait en parallèle, Games en fait diffuse des améliorations de Battle Tom, des mises à jour de Battle Tom dans les White Dwarf, et en fait toutes les armées du coup qui ont une petite mise à jour dans les White Dwarf qui sortent, sont très peu susceptibles d'avoir des mises à jour de Battle Tom dans l'année. Donc on en a eu quelques-uns comme Seraphon, Son of Behemoth, City of Sigmar, Oziark, Soul... c'est quoi, c'est... Merde. Soul Black Gravelord, putain j'ai oublié le nom quoi. Soul quelque chose là. Et le prochain c'est les Beasts of Chaos, dont on reparlera parce que apparemment ils ont eu un petit buff sympa dans leur White Dwarf. Ouais. Ça a l'air d'être compliqué de dire White Dwarf, je sais pas pourquoi. Ouais, pour moi c'est compliqué. Enlève le chausson que t'as dans la mâchoire. Sinon, t'as qu'à le dire en français, le nain blanc. Ouais, bah, comme ça personne ne comprend. Le magazine du nain blanc mensuel. Dans ce truc-là, là-dedans, là. Donc, alors, qu'est-ce que les gens ont dit, du coup en fait, il n'y a que Julien qui a répondu. Julien, notre seul viewer. Et bah écoutez, en tout cas, les rumeurs se font effectivement, comme pense Julien, sur des Sylvanettes pour l'Order, et ça serait du Skaven pour le chaos. Ça serait en tout cas la rumeur. Du coup, il y aura encore moyen que j'achète une armée. Voilà, donc Marco va commencer sa 10e armée sur Age of Sigmar. S'ils font des beaux Skaven, franchement, il y a moyen. Il n'y a pas de beau. C'est bien, toi qui adore les armées où il faut peindre beaucoup de petites figurines. Mais justement, j'ai envie de me dire prendre. Avec en fait, un Skaven, ça fait 2 couleurs. Donc de avec faire un ratio sur du Skaven. Avec un ratio de 10 heures par figurine, tu vas vraiment être dans la merde avec les Skaven. Je pense que les Skaven, ça met pas longtemps. Tu peux les peindre avec un procès. Salut les copains, bienvenue dans cette entre-deux-guerres 7423. Nous sommes en 2072 et je viens de finir mes Skaven. Oh, l'imitation. Parfaite. Moi, c'est que ma pile de figurines, elle augmente 10 000 fois plus que ma pile de figurines peintes. C'est ça, en fait c'est ça, c'est que Marco il s'est dit... C'est exponentiel, c'est... La pile de la honte, elle augmente, donc je vais prendre des Skaven, ils sont petits, elle augmentera pas beaucoup. Ouais, parce que si je prends un Tekis, blam, tu vois, ça fait tout de suite plus gros. Pareil. Ok, donc du coup, on est sur un planning quand même qu'on n'avait pas eu quand même depuis un moment. Yes. Au niveau de la com games, donc on prend, parce que c'est vrai que sur cette V3 là d'AOS, quand on était en mode
un peu à l'aveugle, on savait pas où ça venait, où on allait. On avait finalement très peu de Battle Tom qui étaient sortis, donc là, oui, ça met encore un peu de temps, mais au moins on sait que ça vient. Donc du coup, là, on aura au moins ces 6 BT logiquement qui doivent sortir cette année, quoi. Ouais. Ça apportera à combien du coup? Il y en a combien qui sont sortis? Il y en a 3, on va dire. 3, Il y a ouais. Stormcast, Oruk et Nurgle. Donc du coup, ça va quand même faire 9. Ça veut dire qu'il y aura quoi? Parce que je sais même pas combien il y a d'armées, je me rappelle plus du Il y en a décompte. 22. Il y a 22 au total. Ok, j'étais complètement à la ramasse. Ok, 22. D'accord, donc ouais, ça fait même pas la moitié, quoi. C'est vrai que c'est pas fou. Ça fait quoi. pas beaucoup, surtout c'est censé être l'année, cette année c'était censé être là où t'avais le plus de Battle Tom, l'équivalent en V2. Sur une année, ils avaient fait 13 ou 14 Battle Tom en fait. Donc on n'est pas encore à ce niveau-là pour l'instant. Ok. Après, on sait qu'ils ont eu des retards. Faut penser grosso modo que les Idonet et les Fire Slayer auraient presque dû sortir, je pense, en décembre de leur planning. Et forcément, ils ont pas mal été repoussés. Moi, je suis d'accord avec Flint. Ah, mais tu m'étonnes que t'es d'accord. Ça te permet de l'acheter. Yes. Ah, mais on verra, hein, parce que chaque BT est venu quand même avec son lot de petites règles particulières. Voilà, on voit les Oruk qui sont arrivés avec des règles qui étaient quand même pas forcément habituelles. On a aussi là le Nurgle qui joue à fond, qui revient en fait dans son univers très Nurgle avec des points de contagion de la maladie, des unités lentes mais très tanky, tout ça, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Donc peut-être qu'ils vont nous sortir des règles sur les Skaven qui vont permettre de maintenir cette armée populeuse. On verra bien ce qui va sortir dans le bêta. Yes. Si c'est celui-là qui sort, parce que là on est en train de... C'est vrai que ce n'est que des rumeurs. Voilà, on est loin d'être sûr. Du coup, je te propose d'enchaîner avec la news qui était un peu liée sur une petite boîte AOS. Donc on a déjà un petit peu évoqué. On a... Hop, je vous montre ça de suite. Donc, en fait, on a une boîte Daughter of Cain Nighthaunt qui a été révélée en même temps du round d'Erst. Et c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en fait, là, c'est la news qu'on avait eu le lendemain de notre dernier live qu'on avait fait il y a 2 semaines, en fait. C'était le lendemain matin à 7h, donc on était malheureusement juste avant. On n'avait pas tout ça. Qui a été une petite déception quand même pour pas mal de personnes, parce qu'en fait, ils sont juste montré des boîtes et pas grand-chose. Donc là, on a une boîte Nighthaunt et Daughter of Cain avec un nouveau héros dans chaque faction et une nouvelle unité de tireurs qu'on est en train de voir actuellement pour les Nighthaunt. Ce qui casse la règle de l'absence d'infanterie de tir dans les armées de la mort. Parce que maintenant, on aura de l'infanterie de tir. Ouais, non, mais c'est un plus qui est intéressant. Après, je suis comme toi, je suis pas emballé de ouf. En plus, bon, dans la boîte, il y a... Par exemple, si je prends les Nighthaunt, hein, qui sont les seuls qui pourraient potentiellement m'intéresser, bon, il y a le héros qui n'existait pas encore, qui peut être intéressant en fonction de son profil. Bon, dans tous les cas, si on est plutôt collectionneur, c'est intéressant. On a aussi les arbalétriers, en effet, qui sont cool. Après, le reste, c'est ce qui est déjà dans Mortal Realms. Donc, pour ceux qui ont, comme moi, hein, qui ont Mortal Realms, du coup... merci, au revoir, quoi. En fait, on s'en fout un peu. Donc, trouver quelqu'un avec qui partager la boîte, s'il y a que les Nighthaunt qui intéressent, mais en plus qu'une partie des Nighthaunt, et du coup, on pourra même pas, à la limite, tu vois, tu pourrais dire, je revends le reste, parce que du coup, ça me servira pas. Bah oui, mais de toute façon, tout le monde les a eu dans les Mortal Realms. Non, le seul truc que t'as vraiment eu dans les Mortal Realms, c'est les Banshee. Les autres, on en avait parlé la dernière fois, t'en as pas eu 30 000. Oui, mais ils y sont quand même. Ouais, mais justement, tu peux laisser comme c'est des élites, c'est ce que tu disais, Clément, la dernière fois. Alors, grosso modo, donc il y a les Banshees. Les mecs de derrière, là. Les mecs de derrière, il les a eu aussi normalement dans Mortal Realm. En fait, ils sont tous dans Mortal Realm. Donc, sauf les archers. Tu les as eu qu'une seule fois. Donc, les 3 du fond. Les 3 du fond, en fait, le mec qui est au milieu, c'est un héros. Donc, il n'y a pas non plus besoin de l'avoir des milliers de fois. Donc, celui-là, tu l'as eu, le héros, il y était dans Mortal Realm. Il y était. Okay. Et les 2 mecs autour, en fait, boostent. Ouais, il n'y a que le nouveau. En fait, vraiment, il n'y a que ce héros-là et les archers qui ne sont pas dans Mortal Realm. Tout le reste est déjà dans Mortal Realm. Après. Et les mecs de devant, tu peux en avoir plusieurs. Oui, alors après, voilà, par exemple, ici, ce sont les Bladegeist Revenant. Donc, t'en aurais 10 dans cette boîte-là. T'en as 10 dans la collection globale de Mortal Realm aussi. C'est pas gênant parce que c'est une unité que tu peux jouer plusieurs fois et c'est une bonne unité. Les Banshees, ça pourrait être bien aussi, mais le problème, c'est que je crois que toi, Guillaume, t'as acheté plusieurs fois les Banshees, donc ça, c'est pas très intéressant. Et les Gus derrière, ils sont pas non plus ultra intéressants en multiple.
parce que ça reste quand même une unité qui se joue. Voilà, t'as le héros avec les 2 petits gus autour de lui qui booste un peu son aura, son effet de. Parce qu'il y a une aura et en gros il booste l'aura. Donc à voir. C'est vrai que là ça te ferait pas mal de pertes malgré tout. Après, à voir, parce que après, encore une fois, là c'est dans l'optique où on a eu Mortal Realms. Si on veut se mettre à jouer Nighthaunt, parce qu'on voit que là il y a le nouveau BT qui débarque et que du coup on a. Et que t'as pas Mortal Realms. Ça peut potentiellement être intéressant. Après, il faut voir les profils, notamment du nouveau héros. Mais voilà, c'est juste que moi, c'est vrai que par exemple, dans mon cas, et je pense que je suis pas le seul à jouer Nighthaunt et à avoir souscrit à Mortal Realms, c'est un peu moins intéressant. Par contre, pour l'autre faction, là, c'est plus intéressant. Il n'y a pas eu de Mortal Realms sur les Daughters of Khaine. Non. Alors, je dirais pas que c'est non plus extrêmement intéressant. Tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, les cavaliers... Alors, soit cette unité va devenir ultra forte dans le prochain Battle Tome, mais en fait, c'est une vieille unité qui date de Battle, tu veux dire un peu comme les autres, enfin pas toutes. Donc, en fait, j'en ai déjà 5, je sais pas ce que je foutrais avec 5 de plus, que je n'utilise déjà pas. Les petites... c'est quoi celle-là? C'est Sister of Slaughter, normalement. Qui, pour moi, sont assez rentables parce qu'en fait, elles sont chères à l'achat. C'est une unité qui coûte 45€ ou 42€, je crois, les 10. Ce qui est assez cher par rapport aux tarifs qu'on a normalement sur les nouvelles unités aujourd'hui, où tu peux avoir pour 35€ 20 figurines, bah là c'est plus cher et t'en as moins. Et derrière donc t'as les Kinerai, si je dis pas de conneries, qui elles par contre sont une unité assez ok, mais t'en as pas non plus besoin de milliers. Donc voilà, cette fois t'es pas non plus ultra intéressante, je trouve, côté Daughters of Khaine. Bon, en tout cas, globalement, on n'est pas hyper emballé, on va pas se mentir. Ouais, c'est un peu ça. Moi j'attends plus le Battle Tome par contre, clairement. Moi un peu quand même. Hein. Enfin, je parle si je dois toi t'es emballé partout, Marco, ça m'a. Non, mais je vais pas forcément les acheter, tu vois, parce que je fais pas les 2 armées. Mais en fait, j'avoue que les archers, la Night Hunt et le nouveau héros Night Hunt, je les trouve vraiment stylés. Ils sont beaux. Ouais, clairement, les figurines sont belles. Ils sont de très belles figurines. Ça donne envie, tu vois. Moi, j'ai pas acheté 30 000 trucs de Mortal Realms. J'ai acheté en Night Hunt, je dois avoir 20 Night Hunt de base parce que j'ai filé les autres que j'avais. Et j'ai 4 Banshee. Tu vois, moi, si j'achète la partie Night Hunt, ça m'en fait pas 30 000, quoi, tu vois. Mais ce qu'il faut voir aussi, du coup, c'est que, voilà, nouveau Battle Tome Night Hunt qui sort, et ben en fait, Mortal Realms, ça peut être ultra intéressant si vous voulez un peu vous mettre dedans, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'unités plutôt efficaces. Et puis même si vous faites Mortal Realms, il faut vous dire que vous jouez sur 2 armées qui ont un BT V3 sur AOS, quoi. C'est quand même pas dégueulasse. Non, mais c'est clair. Et il va criser. Je sais pas, il y a quelqu'un dans le chat qu'on connaît pas trop bien qui a pas donné son accord. Non. on s'en Quelqu'un fiche. qui, de toute façon, n'a aucune importance. Donc, continue. Pour ce chiffre, tu peux remercier Aventurier des Jeux. C'est clair. Du coup, on passe à la news de PC. On peut passer à la news. Allez, c'est parti. PC, Okay, alors. Je commence par quoi, PC d'ailleurs? On va commencer par la Warzone Nashmoon, ou Nashmoon, c'est vous qui voyez comment vous voulez le prononcer. J'ai entendu les deux, donc moi je dis Nashmoon, donc bon, c'est un peu laid à dire, mais c'est comme ça. Vigilus Alone, donc c'est un concept qui va arriver sur Warhammer 40 000 en 2022. En fait, ça va fonctionner maintenant en saison, donc chaque saison, ça va durer à peu près 6 mois. Et ça va se concentrer sur un coin différent de la galaxie. Donc là, Vigilus, pour petit rappel, donc j'ai les bouquins. Juste vous les faire montrer à l'écran. Je sais pas si vous les voyez bien. Si, ça devrait le faire. Oui. Donc voilà, là c'était Vigilus Insoumis et celui-là, Vigilus en flamme. Donc c'était 2 suppléments qui étaient sortis lors de la V8. C'était une campagne qui apportait des règles en jeu égal et d'ailleurs en tout jeu, donc que ça soit sur le compétitif ou le non compétitif. Ça donnait aussi des règles de bataille, de campagne, donc vraiment c'était super intéressant. Et au niveau du gameplay et au niveau du fluff, moi ça m'a plutôt bien plu, même si je trouve que la fin, tomber sur une sorte d'égalité, je trouve pas ça très drôle. Je préfère toujours quand il y a un héros qui meurt et compagnie, ça donne un petit côté tragique. Et je comprends que Games n'a pas envie tout de suite de se séparer de ses héros. Principalement, pour info, c'était Marneus Calgar qui était primarisé, d'où sa sortie, contre Abaddon, qui aussi était sorti avec sa nouvelle fille. Donc voilà, c'était plutôt très très sympa. Donc du coup, je reviens sur Warzone Nashmoon.
Ça jouera avec un nouveau livre de campagne. Figurine Abaddon, c'est ça, hein, c'est voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Ça en fait partie. Donc ça va ressembler à ce qu'on a pu voir avant avec Warzone Octarius, qui était un supplément qui est arrivé et qui nous a donné un nouveau rule pack. Donc le rule pack, c'est quoi? C'est des objectifs secondaires qu'on pouvait jouer en jeu égal ou même dans d'autres jeux. Donc là, pareil, on va avoir de nouveaux suppléments. On aura un livre de campagne et un livre de croisade. Donc tout ça va nous être envoyé. Donc on aura des nouvelles missions. Merci, On aura... Lucifer Miniature. Il a offert 5 abonnements, c'est bien ça. C'est super gentil. Merci Merci beaucoup, Lucifer. Lucifer Miniature Studio, d'ailleurs. Je rogne le pseudo. Je te fais des bisous. Je le connais. Donc merci à toi. Et aussi la première saison qui introduit le grand tournament mission qui fournira le cas des 6 prochains mois en jeu compétitif. Donc c'est surtout ça moi personnellement que je retiens, avec des nouveaux objectifs secondaires. Donc on a pu les voir sur des chaînes YouTube un peu plus connues, que je ne citerai pas. Et donc du coup voilà, c'est plutôt sympa. Moi personnellement je l'ai pas encore reçu, donc j'ai pas pu me projeter sur les objectifs secondaires et comprendre un peu ce que ça va rajouter au niveau du jeu ou même ce que ça va enlever. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde adore. Apparemment, ceux qui ont pu le tâter ou qui ont pu se renseigner un peu plus, ils ont kiffé. Faut savoir que le dernier Open, donc je fais une petite transition, l'Open de Las Vegas, qui est un énorme tournoi qui s'est passé, ils ont fait un adieu entre guillemets à l'ancienne version. Donc ils n'ont pas eu la chance de jouer avec ce pack-là qui vient d'arriver. Et donc du coup ils ont fait un gros tournoi d'adieu pour la zone Octarius. Et j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner en compétitif. Voilà, donc ça c'était pour la petite news sur ce qui va arriver prochainement chez Games. Sachant que, au passage aussi, j'ai oublié de le dire, apparemment il y aura du retard. Et donc du coup ce retard va créer chez Games un envoi de PDF massif. J'ai cru voir ça récemment, donc bon, apparemment Games aurait un petit peu merdé à ce niveau-là. La deuxième news, ça sera sur la boîte qui est sortie il y a très peu de temps, donc la boîte Eldritch Omens. En français, ce sera plus simple, présage occulte. Eldritch Omens. Allez. Voilà, merci beaucoup. Captain Jamaica. Merci beaucoup. Donc, je vais juste commencer par vous lire un tout petit bout de fluff parce que. Tu vois, quand on dit que ça marche mieux 40 000, en fait, on a bien fait de le faire revenir PC. On parle de 40 000, bam, abonnement. Ou alors les gars sont moins concentrés, donc ils pensent à faire le gros. C'est une possibilité. Continuez à vous abonner. Donc voilà, je vais vous lire une petite partie du fluff parce que pour moi, dans le wargaming, il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que le modélisme, mais il y a aussi du fluff. Et le fluff, je trouve ça vachement important parce que ça permet aussi parfois de voyager tranquillement vers le 40e millénaire qui n'est pas forcément une belle destination, mais une destination en tout cas à voir. Donc le fluff de cette boîte dit: une bataille sauvage éclate sur la planète Daes. Et pas Daesh, attention. Un monde maudit par le Warp. L'autarque Gaelin et ses guerriers de Seim-Han, donc Seim-Han c'est un vaisseau monde Eldar, s'attaquent aux légionnaires de la Black Legion. Un technomancien dévoque le destructeur, tombe dans le piège de Nashmoon, les deux bandes s'affrontent pour un butin d'âme inestimable et une technologie qui pourrait damner toute une race. Des enjeux aussi grands et l'étau d'une tempête warp qui se resserre autour d'eux requièrent les mesures désespérées et des sacrifices terribles pour emporter la victoire. Moi honnêtement, ça m'a fait transporter. J'ai directement eu envie de foncer et d'aller acheter la boîte, ce que je n'ai pas fait, je vous rassure. J'adore. Ce que j'ai réussi à ne pas faire. Ce que j'ai réussi à ne pas faire, et ça c'est beau. Alors, et toi, PC, du coup, tu disais que les Eldar, t'avais envie peut-être de te les refaire alors. Oui, alors, chose douloureuse que tu me rappelles, Marco, ce n'est pas très gentil. Donc. Parce que tu en as vendu beaucoup, tu disais, mais. J'ai vendu plus de 5000 points d'Eldar, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Je m'en suis séparé des Eldar qui étaient aux couleurs d'ailleurs un peu spartiates, une thématique spartiate. Donc c'était très joli, c'est une très belle armée. Je l'ai vendu parce que du coup je ne les jouais plus. Et voilà. Donc, là, maintenant, ça te donne réellement envie de les jouer. Avec la sortie de la boîte, c'est vrai que ça m'a tenté. Et finalement, je me suis dit, allez, non, j'ai pris la décision de ne plus jouer Eldar, je ne jouerai plus Eldar. Ouais. Alors,
Dans cette boîte, je vais commencer très vite par la partie chaos. On va avoir un technomancien, pardon, un Ferrocentaurus qu'on pourra avoir aussi en kit, un Ferrobrutus, je crois que ça s'appelle comme ça, et des élus du chaos. Donc ça fait quand même assez maigre en termes de propositions. Cependant, le techmancien et les élus du chaos, c'est du nouveau kit, ok. Donc on aura juste le Ferrocentaurus qui est un ancien kit qu'on peut jouer en 2 versions différentes. Ce qui vaut le coup, je dirais, c'est les élus du chaos. Clairement, les élus du chaos, c'est assez sympa, c'est un nouveau kit, vous aurez plein d'armes et de personnalisation à faire. J'ai fait un rapide calcul en points, on en aurait pour 275 points à peu près, nus. Donc voilà, les figurines, juste comme ça. Donc c'est quand même très peu de points. Si on arrive à mettre des options dessus, on pourrait monter à, je pense, 350-400 points, en tirant vraiment au maximum. Ça reste quand même faible. Du côté Eldar, par contre, on a un Autarque en nouveau kit, des Rangers en nouveau kit et ce qu'on appelle alors des coureurs mirages. Donc ça c'est la version française, j'ai pas trouvé la version anglaise, voilà, je me refuse à la dire. Mais on a ces 3 nouveaux kits là qui sont vraiment très sympas. Les coureurs mirages par contre qui sont une nouvelle entrée. Donc on les a jamais eu, c'est une nouvelle unité. Ça vient de sortir. Je pense que ça va aller très vite, ça va tirer très fort, ça va faire très mal. Bon, en gros, c'est de l'Eldar, de toute manière, parce qu'on va pas se mentir, l'Eldar, ça a toujours été dans les top codex, que ça soit en amical ou en jeu compétitif. Pareil, je pense qu'au niveau des nouveaux coureurs Mirage, on va être pareil, y compris les autres kits, on va être aux alentours de 300 points. 400 points si on tire au maximum. Donc là, clairement, c'est une boîte où on peut commencer une armée, mais, et je dis bien mais, je le déconseille quand même aux nouveaux joueurs. Pourquoi ? Et là, je vais attaquer très vite. Qui nous fait du suspense. C'est intenable, monsieur. Dévoilez-nous la suite. Je trouve pour le prix, et donc là j'ouvre une parenthèse, attention, je ne critique pas, mais je trouve que pour le prix, pour des nouveaux joueurs, je orienterai plus pour la boîte Elite. La boîte Elite qui est la boîte de commencement de cette V9, donc l'espèce marine contre les Nécrons. Dedans il y a du décor, il y a le bouquin de règles, il y a des dés, il y a tout pour commencer. La boîte Indomitus, alors la boîte Indomitus elle est sortie, mais derrière il y a eu la boîte Elite qui est sortie. Ah ok, d'accord, pardon. Version amoindrie, non c'est la même chose mais avec des figures moins. C'est ça, il y a des figures moins, mais par contre on a des décors. Donc du coup ça permet quand même de pouvoir avoir une certaine immersion. C'est pour ça, si vous êtes des nouveaux joueurs, moi je vous orienterai pas vers cette boîte. Honnêtement, avec le prix, vous allez devoir acheter des codex en plus. Ouais, mais ça dépend ce que tu veux faire avant tu aies des yeux. Moi, clairement, pour moi, cette boîte, ça a été, entre guillemets, créé pour des gens qui ont déjà ces armées-là. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des nouvelles unités et des nouveaux kits. Ça, c'est des vieux joueurs qui vont se jeter dessus, mais directement. D'ailleurs, ça s'est vu, c'est rupturé. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais ça a été rupturé très très rapidement. Il y a encore la version anglaise, je crois, qui est disponible. C'est vrai que ça rebondit par exemple avec, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec Clément, où nous, vu qu'on avait déjà pas mal d'unités sur nos armées respectives, la boîte qui est sortie sur AOS, ça nous intéresse pas trop, machin. Si ça avait été une boîte comme ça avec que des nouveaux kits, bah on se serait probablement pas posé la question, ou beaucoup moins en tout cas. Donc là je comprends ton point de vue que de dire ça s'adresse plutôt à des joueurs qui ont déjà une armée, parce que c'est une boîte qui est chère avec pas beaucoup de points, mais qui par contre a que du nouveau. C'est clair, et en plus de ça, on n'a pas le livre de règles avec. En fait, on va juste avoir les fiches d'unité, à peu près comment on joue, un début de partie, mais pour moi, réellement, ça s'oriente plus sur des joueurs vétérans. Ils vont aller chercher leur petite unité de chaos. Ah tiens, je vais pouvoir changer mes élus, je vais pouvoir les monter un peu comme je veux. Et sortir aussi des nouveaux Eldar qui vont avoir de la gouache. Et surtout que là, pour l'instant, au vu des sorties un peu ralenties sur l'ensemble de Games Workshop, clairement, il faut foncer du côté Eldar. Parce que là, les kits de moto, vous n'allez pas les avoir tout de suite. Donc je pense que c'est pour ça que ça a pas mal... il y a eu pas mal d'achats à ce niveau-là. Bah d'ailleurs, dites-le nous dans le chat, hein, si vous êtes joueur avec 40 000 et que vous jouez une de ces deux armées, si vous êtes d'accord avec Aventurier des Jeux ou pas. Hein, vous avez le droit aussi de dire qu'il dit n'importe quoi. Bon, là en l'occurrence, c'est pas le cas, mais quand même, vous avez le droit de le dire. Promis, je dis, elle est un peu chère la boîte parce qu'il y a beaucoup de transferts, c'est pour ça. Et c'est les transferts qui font toute la boîte.
Alors, je viens Les pour du de, transfert. je viens de voir le C'est- message de c'est une blague. Scarlix. Ce genre de boîte, ça m'obligerait à faire les deux armées. Et ben justement, je trouve qu'en termes de choix, il y a sur Facebook, il y a pas mal de groupes où les gens sont déjà, avant même que la boîte soit en vente, ils étaient déjà en train de se dispatch. Bah toi, tu prends Eldar, toi tu prends KO, toi tu prends Eldar, tu prends KO. Et franchement, limite la boîte s'est vendue. Je suis sûr que les mecs avaient déjà pré-vendu leur dispatch. Donc De toute façon, en vrai, c'est plutôt facile à vendre la moitié d'une boîte. Hein. ouais, vrai. c'est clair. Il n'y a pas de Skaven officiel. Non, à 40K, il n'y a pas de Skaven officiel, je confirme. À Et 40 là, ils se sont fait dézinguer. Comme les Nords. Ouais, les pauvres squats d'ailleurs. Rendez-nous les squats. Alors, enfin la dernière news, les corsaires à Eldari. Alors, cette news-là, je vous avouerai, elle est plutôt apparue sur Kill Team. Cependant, quand on regarde un petit peu, il est dit qu'ils seront jouables sur le codex Aeldari. Et ça, messieurs, dames, messieurs ou messieurs, dames, je pense qu'il y a aussi des dames, franchement, c'est kiffant. Parce que les corsaires à Aeldari, c'est pareil, c'est du tout neuf. Les corsaires à Eldari, Ils sont c'est beaux. juste kiffant. Et franchement, ils sont de toute beauté. Donc honnêtement, allez-y. Allez, faites comme la Death Corp of Krieg qui est sortie sur Kill Team. Faut bombarder, faut acheter des boîtes et faut se faire une armée avec parce que honnêtement, ils sont juste magnifiques. Et je pense qu'ils vont se jouer un peu comme les Harlequins en mode je tire fort, je me déplace super vite et compagnie. Donc franchement, c'est juste kiffant. Et quand je les ai vus jouer sur Kill Team et que derrière j'ai eu le petit message 40K, j'ai dit oui, messieurs, dames, oui. Voilà, c'était Aventurier des jeux. À vous les studios. Ah mais du coup c'est vrai que ça fait pas mal de sorties. On sent que les Eldar ils sont bien poussés et ça fait du bien. Encore une fois, on le disait déjà la dernière fois, mais ils étaient vieillissants en termes de sculpture. Donc là il y a quand même pas mal de nouveautés. C'est cool, ça fait du bien. Alors par contre sur le kit qu'on a sur la boîte présage occulte, au niveau des Eldari, je suis juste déçu que l'autarque n'est pas, pour ceux qui connaissent, un autarque, c'est un général d'armée et vous pouvez l'avoir avec des ailes. Moi je joue énormément avec les ailes et donc du coup je suis un peu déçu qu'on n'ait pas cette possibilité-là. On a un tas de choix d'armes, mais on peut pas l'équiper avec ses ailes. Donc, rajouter des ailes, est-ce que ça aurait changé le prix de la boîte? Je ne pense pas. Est-ce que ça aurait changé grandement la fonctionnalité et compagnie? Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je pense que ça me dépasse. Mais je trouve ça un tout petit peu dommage. C'est en tant que connaisseur un petit peu Eldar, ça aurait été sympa de le mettre. Voilà. Mais en tout cas, les motos, waouh. Franchement, j'ai hâte de connaître leur stade, j'ai hâte de connaître ce qu'elles vont faire parce que je trouve trop belle. Honnêtement, l'armée Il y Eldar. retournera pas, mais il va y retourner, c'est sûr. Non, mais vraiment, même s'il y a des petits cœurs Tu dans es les pris yeux. le doigt dans le chocolat, monsieur. Ça Ah, mais le gars il dit ah non, je vais pas. Et tu sais, depuis tout à l'heure, il est là. Oh putain, les motos. Oh putain, les motos. Oh putain, les corsaires. Oh putain, trop bien. Très honnêtement, je trouve que même l'armée du chaos est quand même très belle. Il faut savoir que les espèces marines du chaos sont très jolies aussi. Assez attirant d'ailleurs. Maintenant, petite parenthèse, le chaos, je pense pas que ça va être un codex super fort. Ça se jouera en amical, mais à mon avis, ça ne va pas se jouer en compétitif. Non. Ok. Voilà. C'est Par contre, dommage, le parce codex que Aeldari, t'avais bien commencé pour vendre l'autre moitié de la boîte en disant ouais, le chaos c'est quand même une jolie armée, puis là tu viens de te péter ceux qui étaient intéressés par la moitié de ta boîte puisque toi t'allais prendre les Eldar. Dommage. c'est vrai. Dommage. Par contre, honnêtement, si vous voulez rouler sur vos adversaires et les faire pleurer du sang, achetez Aeldari. Conclusion, le faites pas parce qu'en fait en général on fait pas ça à nos copains. Je dis ça comme ça, moi, mais je fais pas pleurer du sang à mes copains, c'est rare. C'est rare, pas fait exprès. rare. Ouais. Mais c'est rare. C'est au rugby, un doigt dans l'œil, mais c'est pas fait exprès quoi. Tant que c'est dans l'œil. Ah pour pleurer du sang, oui. Bref, bravo. Ou alors, faut avoir Ok. un gros doigt. Oh, merci Marco. Et donc, sur ce, c'est la fin de la chronique d'Aventurier des Jeux. Bravo, belle conclusion. C'était travaillé. Félicitations. Non, mais du coup, c'est bon, on a fait le tour. Du coup, t'avais plus rien à rajouter. Écoutez, oui, je n'avais rien à rajouter. 40K est quand même, si j'ai rien à rajouter, puis je continue derrière. Donc non, en fait, j'ai quelque chose à rajouter.
40K quand même, il y a eu pas mal de codex qui sont sortis comparés d'ailleurs à Age of Sigmar. Ah, désolé les gars, 40K a été un petit peu plus mis en avant. Maintenant, le système des saisons tous les 6 mois qui changent, ça a pas mal râlé en disant ouais mais encore une fois Games Workshop va nous faire payer tout ça, Oui, ok d'accord. Cependant, je trouve que quand même c'est plutôt intelligent dans le sens où ça va quand même changer la méta pour ceux qui jouent en jeu compétitif. Ça va quand même très souvent la changer. On n'aura pas cette habitude qu'on va commencer à prendre avec des listes, avec des builds. Ça va quand même en 6 mois, ça change énormément. Et puis pareil au niveau du fluff, moi qui suis un grand fan des fluffs, que ça soit AOS, je commence à m'y mettre. Donc plutôt 40K, 30K et Battle. Moi j'adore le fluff. Et quand on me donne du contenu comme ça, en fait j'achète plus pour le fluff que réellement pour le jouer. Voilà. Et je trouve que 6 mois c'est rapide quand même. Ouais, 6 mois c'est rapide. Hein. Si c'est à mon rythme, moi j'ai fait 2 parties en 6 mois. C'est T'es pas vraiment un joueur, Game, là-dessus. Je parle en termes de partie, les mecs qui jouent. Oh, C'est pas. Ils jouent, c'est pas le problème, mais je veux dire, les mecs qui vraiment sont à fond et tout, ils font à minima, je pense, une partie par semaine. Donc, tu vois, tu peux pas comparer toi en disant j'ai fait 2 parties. Mais même, tu vois, moi quand je fais une partie par semaine, je trouve que 6 mois c'est trop court. En fait. Même, en fait, là, je suis d'accord avec toi, Marco. C'est sûr que je suis pas un gros joueur. Moi, je joue un peu plus quand j'ai l'occasion. J'essaye de jouer plus, mais c'est difficile. Mais je reste un joueur, en fait. Et donc, du coup, justement, je pense que je suis pas le seul à avoir ce profil-là qui essaye de jouer, mais qui trouve pas trop de monde, machin. Et donc, du coup, tu te fais vite squeezer tout ce que t'as appris, tout ce que t'as galéré à apprendre parce que tu joues pas si souvent que ça. Mais je pense que si tu veux que je te comparerai comme les jeux vidéo. Pour moi, t'es un casual gaming joueur, tu vois. T'es pas un hardcore gaming. Trop d'insultes. T'es un casu. Il a décidé de me faire pleurer du sang. Mais moi aussi, je suis un casu de la figure si tu parles de ce principe. Mais non, mais je vois ce que tu dis, Marco. On n'est pas, genre, on va pas dans une boutique Gamer Shop, on voit pas les mecs 2 à 3 fois par semaine où les gars ils vont régulièrement à la boutique et tout. Non, parce que t'as pas le temps. Mais c'est pas. Et puis t'as la trentaine aussi. Je suis d'accord, mais ça reste. Parce que les mecs qui jouent le plus, c'est, qui sont plus jeunes. Hein. Oui, mais ça reste un profil de gamer. Et donc, du coup, à partir du moment où on fait partie des gamers, il faut aussi que ce profil soit pris en compte. Et en l'occurrence, on n'est peut-être pas les plus gros joueurs. Tu dis on a plus de 30 ans, tout ça machin, donc oui, peut-être qu'on joue plus avant, je ne sais même pas. Mais dans tous les cas, même si on n'est pas les plus gros joueurs, au moins un de nous deux fait partie des plus gros acheteurs. Et donc du coup, c'est quand même ça qui remplit le portefeuille de Games. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qu'ils doivent prendre en compte. Et en effet, je suis d'accord sur le fait de dire que 6 mois, c'est quand même très très court. Mais toi, tu vas pas forcément acheter une nouvelle règle. Là, c'est pas des nouvelles règles, c'est une campagne aventurière des jeux. Non, c'est une nouvelle saison. Alors, c'est une nouvelle saison, donc du coup, vous allez voir de la campagne, des suppléments de croisade, entre guillemets. Par exemple, tiens, ça va passer sur Mars, l'autre sur Terre, l'autre sur Jupiter. Et après, ça a changé sûrement les objectifs secondaires. Vous avez les objectifs principaux, choper l'objectif 6, 4, 3, 2, 1, et les objectifs secondaires. Par exemple, je dois traverser le champ de bataille, je dois me trouver derrière les lignes ennemies, je dois tuer le seigneur de guerre. Et en fait, il va y avoir des légers changements à ce niveau-là. Donc, ça va impacter entre joueurs compétitifs. Entre joueurs casus, tu peux très bien jouer avec la saison d'avant, quoi. Tu peux totalement. Techniquement, donc, au tu final, peux même ne rien acheter du tout et rester juste avec les règles. Voilà, je pense que Games, il s'adresse plutôt à un public qui sont hardcore là-dessus, et eux, ça les intéresse. Mais les gars, ils jouent tellement que 6 mois pour eux, ils ont le temps de déglinguer le truc des centaines de fois, et que les mecs casus comme toi et moi, on se dira, celui-là on le prend pas, ou celui-là on le prend, ou on peut continuer déjà avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas d'accord. Même moi, je joue plus que vous, mais même moi, tu vois, je me dis que là, la prochaine saison d'AOS, c'est du coup cet été. Ça me va bien en fait, ça aurait déjà sorti là et je me dirais ok, cet été il y en a encore une nouvelle, je trouverais que ça serait beaucoup trop en fait. T'aurais pas le temps de profiter, t'aurais pas le temps d'aller à fond. Quand tu vois déjà juste en 6 mois comment ça a évolué et comment ça continue d'évoluer, tu même en tant que joueur assez régulier. Je te donne un exemple sur AOS. Là, on est dans la saison des monstres entre guillemets. Ouais. Tu vois, moi j'ai pas de monstre. Là, je vais m'acheter. Si je m'achète un monstre, et s'il faut dans 6 mois,
même pas dans 6 mois cet été là, je peux même plus utiliser, enfin c'est plus Alors, rentable de l'utiliser. Non. Ça, c'est. En fait, ce qu'il faut que tu. Tout le monde dit ça et c'est faux. C'est pas parce que demain, la nouvelle saison ne mettra pas autant en avant les monstres que les monstres vont être injouables. Aujourd'hui, les monstres, ils ont gagné une aptitude en V3 avec les fureurs monstrueuses, avec beaucoup d'effets. Et t'as des armées qui ont des effets supplémentaires. C'est le cas, par exemple, des Beasts of Chaos. Donc, on évoquera ça dans une autre émission quand j'aurai le White Dwarf associé. Mais en fait. Un monstre, ça restera intéressant. Aujourd'hui, c'est le spam de monstres, peut-être, où tu vas essayer d'en mettre un maximum. Mais un te suffit. En fait, aujourd'hui, tu mets un monstre dans ta liste et c'est bon, ça suffit pour faire ton scoring le plus important. Ouais. Et demain, en fait, tu pourras toujours garder ton monstre dans ta liste parce que même si c'est les sorciers qui sont mis en avant ou autre, ton monstre, il pourra toujours aller péter un décor, il pourra toujours empêcher une unité d'utiliser une aptitude de commandement ou autre encore. Donc, en fait, ça sera toujours intéressant. Donc c'est pas grave en fait, si tu veux, toi tu peux acheter ton monstre aujourd'hui, tu l'auras toujours, il sera toujours utile. Je veux quand même rebondir sur le commentaire de Wag qui est énorme en réponse à Marco qui disait qu'on pouvait jouer dans les anciennes versions. Il dit on peut même juste faire pompon vroom vroom mais sans règle. C'est vrai. On retourne en maternelle et puis on joue aux petits soldats. Putain, il est énorme. Bon, ok. En tout cas, on a pas mal fait le tour. Donc là, on va passer à la suite parce que sinon, on va vite être à court parce qu'il reste encore beaucoup de choses à voir et il reste plus tant de temps que ça. Donc, on va commencer pour la suite par Marco qui va nous parler MCP. MCP, ma gueule. Ouais. Je sais pas. Donc, normalement, je t'ai tout bien mis, Clément, dans le truc, s'il te plaît. Après toi. Ça y est, je l'ai lancé. J'ai fait une erreur, j'ai pensé Marco, il va nous prendre des accents. Il va faire ça toute sa présentation d'ailleurs, donc désolé à tout le monde. Déconnecté, salut. C'est ça. Allez, ciao. Moi, 10 gars, tu sais. Donc, du coup, je vais vous parler aujourd'hui de Gambit, un de mes personnages préférés quand j'étais jeune. Enfin, je trouve que ce personnage, il est à la classe. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous l'aimez bien? Déjà, il a un nom bien pourri, mais sinon, après, en termes de design, il est cool, je trouve. Je peux reprendre mon abonnement, dit à Captain Jamaica. Alors, je fais 40K. Toi, tu trouves que Gambit, c'est un nom pourri? C'est bien, Gambit. Ouais, non, mais en vrai c'est juste parce qu'en français, je trouve que ça sonne chelou, mais ça va. Ouais. Et du coup, c'est un personnage assez sympathique, moi j'aime bien. Je l'ai beaucoup joué dans les jeux vidéo parce que c'est un personnage qui est assez régulièrement mis dans tout ce qui est jeux vidéo comme Marvel, le super-héros, Marvel vs Capcom 2 et compagnie, il y est souvent. Et donc du coup, c'est un personnage qui est... Capcom 2, énorme ce jeu, pardon, énorme. Il est excellent, ouais. Il est excellent. Et donc, quoi? MCP, c'est quoi? Merde, j'arrive pas à lire, hein. Du coup, c'est le personnage français, c'est Rémi le Beau, et en fait, c'est censé être le personnage qui représente les Français dans le Marvel Comics Universe. Donc, on a un personnage qui a 5 points de vie, qui se déplace à M et qui a 3 partout et qui coûte 3. Donc, c'est un personnage basique en termes de stats. Il n'y a pas de différence entre sa phase blessée et sa phase en bonne santé en termes de statistiques. Ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'on a une nouvelle apparition de super pouvoirs qui n'existaient pas jusqu'à présent. Ou peut-être je me trompe, mais je pense pas. Qui en fait, pour un pouvoir, il va permettre de changer n'importe quel dé ou un dé touche. Je suis désolé, c'est un peu petit, donc j'arrive pas à lire correctement. Du coup, c'est un signe touche. Effectivement, il va pouvoir changer une de ses touches, en effet. Et donc, si on regarde bien dans ses attaques, il a différents effets à chaque fois qui lui permettent de mettre des trucs en plus. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran, Clément? Parce que j'arrive vraiment pas à lire, c'est compliqué pour moi. Et comme ça ou tu veux vraiment en full écran? Ouais, voilà, là c'est nickel. Okay. Donc du coup, voilà, on voit bien c'est une touche. Donc pour un pouvoir, il va influencer en fait son jet de dés. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Et là, on voit que sur chaque attaque, il a en fait ce pouvoir où quand il fait un effet, ça lui déclenche un truc supplémentaire. Donc dans sa première attaque, l'effet supplémentaire c'est repoussé, donc il va pouvoir être plus stable sur les objectifs qu'il a à sa disposition. Et sur ces autres attaques, la deuxième attaque, ça fait un peu un effet de zone sur tout le monde, et c'est un dégât direct.
Donc c'est plutôt pas mal, surtout si les gars sont paqués autour des objectifs à distance 2. Et après, on voit que sur sa dernière carte, pour chaque effet qu'il aura, eh ben, ça compte comme deux succès. Donc là, une attaque à 5D, si en plus il en met un en plus, bah, ça fait une attaque qui peut faire pas mal de touches. Donc c'est génial. Et en plus, c'est B, c'est en fait une attaque où on va prendre la réglette de 4 et tous ceux qui vont taper sur la réglette de 4, ils vont se prendre une attaque. Donc ça, c'est cool. Voilà. Après, donc il a un super. Parce que Oui. avant que tu reprennes, il y a Scarlix qui faisait une toute petite correction. Il disait qu'en fait, il n'était pas français, il est de la Nouvelle-Orléans, d'où le nom français. Ok. Ok. Mais Je fais passer le message. ouais, non, mais bon, j'entends. Bon, c'est un mec. Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était un peu le mec qui représentait un peu les Français, quoi. Genre. Peut-être je me trompe, hein, après, c'est pas moi le mec qui fait le fluff d'habitude. Yes. C'est mon alter ego Pipou. Ouais. Mais bon, voilà. Et voilà. Donc, du coup, il m'a coupé, je sais plus où j'en étais. Tu venais de il- parler de la règle qui touche, tu sais, sur la réglette de 4. Voilà, donc en fait, ça prend tout le monde sur la réglette de 4. Du coup, après, il a un super pouvoir qui rajoutera des dés, donc on voit que ses attaques, elles peuvent monter plutôt bien. Après, ça va coûter cher, mais potentiellement, c'est un personnage qui va pouvoir gagner du pouvoir en mettant des dégâts, donc il y a moyen que ça tombe, quoi. Et donc après, il a un super pouvoir qui est un peu défensif. Donc après qu'il y a une attaque qui l'est ciblée, il va pouvoir avancer de S, donc il va pouvoir se déplacer en fait. Et je pense que le but c'est qu'il se reste plus ou moins tout le temps à distance. Et ça c'est cool. D'accord. Voilà. Et en plus, il va mettre un point de dégâts direct au gars qui l'a attaqué. Donc en gros, c'est un peu. personnage de harcèlement en fait, non? Voilà, c'est ça. Ça va être très psychologique où les mecs ils vont dire oh putain, il lui reste 2 pouvoirs. Si je veux le fracasse et moi il me reste un point de vie, bah le mec il me daze direct. Donc bah des fois tu peux y réfléchir à plusieurs fois avant de le taper quoi. Ok. Voilà. Donc un personnage plutôt en stat moyenne, mais plutôt très intéressant à jouer je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ses cartes. Et là, il devient carrément plus intéressant en jouant ses cartes avec. Donc je propose que tu mettes la première carte, s'il te plaît, Clément. Donc là, on a. Pardon, je pensais que ça allait mettre plus de temps pour mettre la carte. Charming Tiff. Donc, je trouve le word art, mais vraiment. Enfin, le word art, le artwork, vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah si, c'est très joli, j'aime beaucoup. De plus en plus, les dessins des cartes sont vraiment super. Et en fait, ce qui est cool, c'est comme je disais, il va pouvoir se faire du pouvoir et cette carte, elle va pouvoir en fait être vraiment cool pour se faire du pouvoir parce que dès que tu vas la jouer, donc elle est gratos, ça te coûte rien de la jouer à un tour. Et à chaque fois qu'un mec à distance 4 de lui va utiliser un pouvoir actif ou réactif, bah lui va gagner un point de pouvoir. Donc autant dire que s'il est sur un objectif et que tous les mecs qui veulent arriver donc à distance 4, ça fait quand même pas mal de trucs, et ben là vous allez donner plein de pouvoir à Gambit, et derrière, lui, va pouvoir changer ses dés en effet, donc vous en mettre plein la gueule. Donc franchement, cette carte, elle est vraiment énorme. Surtout qu'elle coûte rien, donc c'est un personnage intéressant et psychologique à jouer. Et sa deuxième carte, elle est trop bien, donc j'ai vu dans le chat, il disait c'est super bien avec les X-Men. Bah, j'ai envie de dire non. Je pense qu'en Brotherhood, il sera beaucoup plus pété grâce à sa deuxième carte. Si tu veux bien l'afficher. Rick Bruel chez X-Men. Et donc là, on a encore la même chose. Si en fait il n'est pas dans les X-Men, il peut jouer cette carte. Donc en gros, toutes les affiliations sauf les X-Men, c'est un peu dommage pour eux. Et ben en fait, tous les mecs, tous les gars qui sont à 3 distances de Gambit, ils ont la compétence Sylph. Et Sylph, ça veut dire qu'on peut pas te cibler si t'es pas à moins de 3. Donc en gros, tu jouerais contre une armée et t'es avec Gambit qui a des mecs qui tirent à distance 4 ou 5, et ben du coup tu les packs tous à distance 3 de Gambit. Hop, tu joues cette carte qui est gratos, donc tu peux la jouer dès le premier tour. Et tu peux résister un tour comme ça, parce que le mec il peut pas te cibler avec ses mecs à distance quoi. Et donc franchement c'est énorme. Voilà. J'en ai fini avec ce personnage. J'ai essayé d'être plus court que la dernière fois et de mettre en avant ce qui était
on va dire, essentielles par rapport à ce personnage. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je pense que là, on a un bon résumé. Si tu devais maintenant juste le résumer en une phrase, vraiment courte. La phrase vraiment courte que je dirais, c'est déjà, je suis fan de Gambit à la base, je trouve que c'est un mec stylé. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de l'avoir. Et la figurine est vraiment belle. Là, si on parle vraiment de pourquoi j'achèterais une figue. Et la carte que je dirais, c'est imprévisible. Le résumé vraiment court, c'est que là, on a un personnage qui est quand même assez polyvalent et qui coûte pas cher parce que c'est un personnage de niveau 3 de menace, donc qui peut s'intégrer facilement dans plusieurs compositions. Oui, Voilà. alors pour ceux qui auraient pas suivi, qui découvriraient un MCP, il y avait Marco qui avait présenté dans une émission précédente comment on construit une liste, et donc du coup l'importance d'avoir des compositions possibles sur un nombre de points différents. Allez voir cet entre-deux-guerres c'était hyper intéressant sur la façon de construire la liste et pourquoi il raisonnait comme ça. Du coup, quels étaient les personnages qui étaient intégrés dans les listes, dans les rosters. Donc, allez voir ça. Et donc, du coup, Gambit, a priori, vu que c'est pas très très cher, ça permet de s'intégrer dans pas mal de choses, ce qui est quand même assez intéressant. Et comme tu dis, donc un personnage équilibré, qui est un peu polyvalent, qui fait du harcèlement, qui est psychologique, qui a des cartes intéressantes. Bref, c'est quand même plutôt un personnage qui semble assez cool. Et puis dans le pack, je rajoute ce dernier petit détail, c'est qu'en fait ils sont toujours vendus par deux, et là le pack c'est Rogue et Gambit, parce qu'en fait Rogue c'est la meuf de Gambit, et du coup Rogue est un personnage pété de ouf. Donc là je faisais pas la présentation des deux pour pas que ce soit trop, mais la prochaine fois je vous présenterai Rogue certainement. Et en tout cas ce pack est vraiment stylé parce que les deux personnages sont bons, et ils sont jouables les deux en Brotherhood et en X-Men. Et pour le coup, je trouve que Gambit est un cran au-dessus avec sa deuxième carte en Brotherhood. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Bon, bah, du coup, rendez-vous alors au prochain entre-deux-guerres pour la présentation du deuxième perso du pack. Et Rogue. Yep, c'est ça. Rogue de Harry Potter, c'est la meuf d'un X-Men. Attends, on l'arrête plus. Elle s'appelle Maria Isabella Lebeau. J'adore. Et c'est son surnom Rogue. Parce qu'en fait, son super pouvoir de X-Men, c'est de pouvoir voler les pouvoirs des autres X-Men. Ok. Tu sais, dans le film, c'est Malicia, il l'appelle en français. Voilà. Ouais. C'est elle. Ok. Super. Bon, bah du coup, on va enchaîner. Et on enchaîne, si je dis pas de bêtises, avec ma partie à moi, c'est ça, Clément ? Exactement. Ce qu'on s'était dit ? Yes. Ok. Alors, du coup, moi là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un jeu. On l'a abordé déjà, mais on n'avait pas encore beaucoup commencé à en parler. Et pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, dans la team, il n'y a pas vraiment d'experts de ce jeu. Et donc, du coup, cette nouvelle chronique qui est Jouons au jeu des trônes, c'est une chronique qui a pour but d'introduire le jeu Song of Ice and Fire. Alors, quand je dis introduire le jeu, c'est parce que du coup, tous dans l'équipe, on est intéressés par le jeu, on a envie de le découvrir. Et du coup, je me suis proposé de creuser un peu plus les règles et de présenter le jeu dans sa globalité au travers de plusieurs chroniques où on va, dans un premier temps, présenter le jeu globalement. On va expliquer un petit peu ce que c'est, on va revoir un petit peu comment ça se joue, quels sont les formats, qu'est-ce que ça donne en termes d'armée, tout ça, quelles sont les factions jouables aussi. Et au fur et à mesure des lives qui vont venir, on va rentrer de plus en plus dans des points de règles, dans des détails pour apprendre à jouer tous ensemble. À chaque fois, ça va être des petits focus sur des éléments très précis du jeu. Et puis, à la fin, une fois qu'on saura tous un petit peu toutes les règles, on va faire ce que fait Marco sur MCP actuellement, c'est-à-dire faire des analyses, non pas de figurines. On pourra aussi faire des figurines individuelles, parce qu'on va voir que dans le jeu, il y a des figurines individuelles, mais on fera des figurines individuelles ou des unités complètes. Alors du coup, globalement, A Song of Ice and Fire, c'est quoi ? A Song of Ice and Fire, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, en fait, c'est le jeu de figurines qui est basé sur l'univers de Game of Thrones. Donc là, je le précise dès maintenant, c'est l'univers de Game of Thrones, mais c'est l'univers
des livres, ce n'est pas l'univers de la série. Et ça peut avoir quelques incidences, notamment sur les figurines, qui n'auront du coup pas la tête des acteurs. Ils n'ont pas la licence pour faire ça sur la série, ils ont la licence pour faire ça sur les livres. Du coup, Clément, tu peux passer à la deuxième image où je vous ai mis un petit peu, voilà, des exemples de figurines qu'on retrouve dans les différentes factions. Là, on a plusieurs factions hein, sur l'image. On va avoir du Dothraki pour la faction Targaryen. On va avoir de la faction Greyjoy. On va avoir aussi des Lannister. Bref, je vous ai mis un petit patchwork de différentes factions. Et donc du coup, le jeu en l'occurrence, parce qu'on dit jeu de figurines, mais bon, on a bien vu. Hein, enfin, dans l'équipe, on parle de plein de jeux différents entre du MCP, du Warhammer 40 000 ou quoi. Il y a quand même pas mal de différences. Ici, en l'occurrence, on est sur un jeu de bataille rangée, c'est-à-dire qu'on a vraiment des unités qui sont constituées en régiment. Pour les vieux dinosaures comme moi qui ont joué à Warhammer Battle, il y aura un petit goût, une petite, comment dire, voilà, ça va rappeler des bons souvenirs, on va dire. Alors, Je vois que tu as envie de dire quelque chose. Alors Guillaume, je te stoppe, je suis né en 94, je joue aussi à Warhammer Battle. Je ne suis pas un vieux dinosaure, je ne te permets pas, c'est pas possible. Ok, donc pour les vieux dinosaures et les bébés dinosaures, du coup, ça rappellera de bons souvenirs pour ceux qui aiment bien jouer en Et régiment. à la vallée des merveilles, tu sais. De quoi? Petit pied dans la vallée des merveilles. Oh, on va l'appeler Petit Pied maintenant. Oh, je veux un gif avec Petit Pied et la tête incrustée d'aventurier des jeux dedans. C'est pas cool. Je veux cette C'est pas cool. T'as qu'à fermer ta bouche. Excellent. Ouais, donc du coup, ce que je disais, c'est que c'est vraiment un jeu de bataille rangée, donc avec des unités qui sont constituées en régiment. Ce sera pas des figurines individuelles, ou en tout cas, il y aura la possibilité d'avoir des figurines individuelles, mais qui auront quand même un format de régiment, puisque on le verra par la suite, toutes les figurines, toutes les boîtes sont fournies avec des socles régimentaires qui vont permettre de créer des déplacements, et donc on va avoir un système vraiment de déplacement de manœuvre avec une importance, notamment en termes de prise de flanc, de prise de dos, tout ça. Donc c'est vraiment un jeu de bataille rangée. Alors maintenant, quel est le format de Song of Ice and Fire? Il y a plusieurs formats qui sont possibles. On va voir un petit peu plus en détail avec justement l'image que j'ai faite là, la suivante, que tu peux mettre Clément. On va avoir en fait plusieurs formats qui vont dépendre de là où on est entre guillemets dans l'apprentissage du jeu, mais aussi de la durée des parties qu'on souhaite faire. Pour une partie rapide, on va être sur du 30 points. Pour une partie normale, on va être sur 40 points. Pour une partie longue, on va être sur 50 points. Pour une partie d'initiation, c'est aussi possible de faire encore plus court en faisant 20 points. Alors là, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous êtes en train de vous dire, t'es sympa en fait, mais ça veut dire quoi 20, 30, 40, 50, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est justement ce que j'ai montré ici à l'écran. En fait, c'est une liste typique que j'ai joué là il y a pas si longtemps que ça sur les free folks, donc le peuple libre. On parle des sauvageons, hein, grosso modo, des sauvageons, mais aussi avec d'autres personnalités charismatiques, on va dire, notamment les géants. Et donc là, du coup, on est sur une armée qui fait 40 points. Donc là ici il n'y a pas l'intégralité des figurines, j'ai mis plutôt les unités. Donc là à 40 points on va avoir le général par exemple qui va être Max the Mighty, donc qui est un géant bien costaud. On va avoir son pote Yum Yum qui va être un deuxième personnage individuel. Ensuite on va avoir 3 unités. Donc on va avoir les piqueuses qui vont être accompagnées, alors là c'est la seule figurine qui manque sur l'image, je l'ai pas, qui vont être accompagnées d'un Jarl. On va avoir des pillards qui vont être accompagnés de Ygritte, et on va avoir les autres pillards qui vont être accompagnés d'un chef de raid. Et ensuite, les 2 autres figurines qu'on va avoir, c'est Craster et Lady Val, qui sont des personnages non combattants. On y reviendra un tout petit peu après. Donc là, en gros, grosso modo, on va avoir grosso modo, oui, c'est vraiment très très gros du coup. On va avoir les géants qui sont des figurines individuelles. Les personnages nommés qui sont des figurines individuelles, et pour les packs d'infanterie, donc là c'est ceux qui sont par 4, au final ce sera des blocs régimentaires de 12. Donc ça veut dire que on va avoir finalement 3 x 12, 36, plus 5 figurines à côté. Je crois que j'ai dit que j'en avais oublié une, donc du coup ça fait 7 figurines à côté, donc du coup on est à 43 figurines, on a une armée de 40 points. Donc voilà, ça c'était pour montrer un petit peu la taille d'une armée
standard. Évidemment, ici, on a des figurines qui sont plus chères avec les géants, qui coûtent 9 points, donc c'est quand même beaucoup. 9 points, ça fait... Mike the Mighty coûte 9 points, ça fait presque un quart de l'armée. Évidemment, il y a des armées où il n'y aura pas ces géants qui vont pas coûter aussi cher, donc on va peut-être avoir un régiment supplémentaire, mais grosso modo, on va être sur 40-50 figurines pour avoir une armée à 40 points. Donc ça donne à peu près le format. En termes de surface, ici, on va jouer à 40 points, donc 40 points et moins, on va jouer sur du 120 par 120. Donc là, on est sur un carré. Et pour des parties à 50 points, on va être plutôt sur du 120 par 180. Donc là, on rajoute 60 cm en longueur, ce qui permet d'avoir plus de largeur et donc du coup d'avoir aussi plus de mouvement dans les unités. Sachant que le mouvement, comme je le disais au tout début, dans ce jeu, c'est quelque chose d'assez important puisque, étant donné qu'il y a des flancs, qu'il y a des dos, des prises de dos sur les unités, eh ben on va pouvoir contourner les unités et vu qu'elles n'ont pas une vision à 360 degrés, avoir suffisamment de place c'est important. Donc là on va pas essayer de réduire le terrain parce que c'est quand même quelque chose d'important, même à 120 par 120, des fois en fonction des armées à 40 points, on va pouvoir un peu avoir des difficultés à se déplacer, tout ça. Donc justement c'est hyper intéressant, c'est hyper tactique de ce point de vue là. Alors maintenant que j'ai piqué votre curiosité, je sais que vous vous demandez quelles sont les factions qui sont jouables finalement. Alors aujourd'hui, on a déjà pas mal de factions jouables parce que mine de rien, ça fait un petit moment que le jeu est sorti. Donc là, je vais juste les lister. Clément, tu peux les passer une à une. La première faction, c'est les Stark. La seconde faction, on a les Lannister. Donc là, en fait, ces deux factions sont les factions qui sont présentes dans la boîte starter. C'est la grosse boîte de base où on va avoir les deux armées qui s'affrontent avec en plus tout le matériel, le livre de règles, tout ça. Et ensuite, on a d'autres factions qui ne sont pas présents dans la boîte de base, mais qui sont présents ou en tout cas qui ont des starters. Donc c'est un peu les start collecting de AOS par exemple, mais en plus complet en général. Donc là on va avoir le peuple libre. Donc là c'est les sauvageons, hein, c'est la liste d'armées que je viens de présenter. On a aussi une faction neutre qui est un petit peu particulière. On reviendra plus tard sur les règles de la faction neutre, mais ça inclut notamment les Bolton, là comme on le voit avec le symbole, là, l'emblème des écorchés sur l'image du fond. On va aussi avoir la garde de la nuit avec l'emblématique Jon Snow. On a aussi les Targaryens avec, là en l'occurrence, on va avoir... je perds son nom, Daenerys, Khal Drogo, enfin bref, des personnages emblématiques encore une fois. On a aussi les Greyjoy, donc là, avec Théon Greyjoy et toute sa chère famille si tendre. Et enfin, on a les préférés de l'ami Marco, à savoir les Baratheons. Donc là, ça donne quand même déjà pas mal de factions jouables, mine de rien. Et depuis que le jeu est sorti, il y a eu pas mal de sorties, il y a pas mal de, on va dire, de boosters supplémentaires sur les différentes factions. Et donc du coup, ça donne pas mal de choix d'un point de vue tactique. On va finir sur cette première chronique. Je voulais finir sur la dynamique du jeu pour essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit concrètement. Alors, le jeu, en l'occurrence, ici, c'est un jeu qui est en alterné. C'est-à-dire que, à l'inverse, par exemple, d'un AOS où on va bouger toutes nos unités, puis l'adversaire va bouger toutes ses unités, ici, à chaque tour, on va bouger en alternance une unité, puis une unité, puis une unité. C'est une unité à la fois, chacun son tour, et toutes les unités du champ de bataille vont être activées, mais pas que. Il n'y a pas que les unités du champ de bataille, parce que je l'ai déjà un petit peu mentionné, dans ce jeu, on a aussi des unités qui sont en dehors du champ de bataille, qui sont appelées des unités non combattantes, et qui vont jouer sur une autre zone du jeu. Parce que la particularité, et là je pense que tu peux passer à l'image suivante Clément, une des grosses particularités de Song of Ice and Fire, c'est que c'est un jeu où il va y avoir 3 zones de jeu différentes. On va avoir bien sûr le champ de bataille qui va être là où va se dérouler l'essentiel de l'action, mais pas que. On va aussi avoir un plateau diplomatique sur lequel vont interagir des unités non combattantes qui vont, et ce plateau diplomatique va avoir une incidence sur le reste de la partie, et on va aussi, pour chaque joueur, avoir un deck. Donc là, le deck par exemple, j'en ai ici, j'ai des cartes. Là, par exemple, j'ai les cartes des Lannister, typiquement. Et en fait, ce deck, il est constitué de 20 cartes. Il y a 7 cartes qui sont standards pour l'armée, ça ce sont des tactiques de l'armée, et ensuite il y a 3 cartes qui sont spécifiques à chaque général d'armée, et chacune de ces cartes est présente
est présente en 2 fois dans le deck. Donc du coup, on arrive bien à un total de 20 cartes. Ces cartes, elles ont vraiment de très très gros impacts sur la partie. Donc il y a vraiment une... Alors, c'est pas du deck building dans le sens où on va pas construire son deck au fur et à mesure de la partie, mais il y a quand même une gestion de deck dans la construction du deck en amont de la partie, et ensuite, en fonction de quand on va utiliser ces cartes dans la partie, vraiment ça peut avoir un impact parfois qui est décisif sur une game. Donc vraiment c'est quelque chose qui est hyper important. Oui Marco ? Du coup, on peut dire que c'est plus ou moins des cartes tactiques comme Marvel Crisis Protocol au final. Alors, tu le sais, je connais pas assez bien Marvel Crisis Protocol pour pouvoir faire la comparaison. Tu peux jouer à un certain moment qui vont te donner des bonus, etc. Et là, ma question, c'est est-ce que c'est en face cachée? C'est-à-dire, ton adversaire, il n'a pas accès à ton deck, il sait pas au début de la partie ce que tu as. Non, tout à Donc, fait. le but, c'est de faire des effets de surprise. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la différence qu'il y aura avec Marvel Crisis Protocol, où Marvel Crisis Protocol, c'est en face ouverte, c'est-à-dire que ton adversaire connaît déjà les cartes que tu peux utiliser pendant ta partie. D'accord, ouais. Bah non, là, alors, on va pas se mentir, à force de... Étant donné que les cartes, elles sont identifiées, c'est-à-dire que par exemple, sur les Lannister, il y a 7 cartes qui sont les cartes de l'armée. Et ensuite, il y a 3 cartes qui sont les 3 cartes du général. Pour les joueurs, pour les habitués, ils finissent par connaître les cartes, donc ils connaissent à peu près la constitution de ton deck. Enfin, ils connaissent d'ailleurs complètement la constitution de ton deck. La seule chose qu'ils ne connaissent pas, c'est dans quel ordre ça va sortir. Sur ces 20 cartes, tu en auras toujours 3 en main. 3 en main, c'est la règle standard. Il y a des règles qui te permettent d'en avoir plus ou moins. Mais en tout cas, tu en as 3 en main à jouer à ton tour. Et à chaque tour, si tu n'en as plus 3, tu peux en repiocher pour en avoir 3. Mais ça, c'est plus des règles qu'on abordera un petit peu plus tard. Ah, donc elles sont quand même aléatoires. Elles sortent de manière aléatoire, Ouais, tout à fait. Ça marche. Tout à fait. Mais tu vois, en fait, il y a des déclencheurs sur ces cartes. Typiquement, ici, Je rugis, qui est une carte Lannister. Ici, on a quand un ennemi effectue un test de panique. Donc ça, c'est le déclencheur. Et ensuite, il y a l'effet, cet ennemi subit -1 à son lancer et -1 supplémentaire par rang détruit. Si vous contrôlez la couronne, il devient également paniqué. Donc voilà, c'est ce genre d'effet. On a dit ici, quand l'ennemi, si vous contrôlez la couronne, eh bien ça, c'est justement ce qu'on va voir sur la dernière image qu'on va avoir, Clément. C'est le plateau diplomatique, où en fait, on va avoir 5 emplacements, et ces emplacements, ils peuvent être revendiqués par vos personnages qui sont des unités non combattantes. Et donc du coup, ça va s'activer au même titre qu'une unité. À votre tour, vous allez décider soit d'activer une unité sur le champ de bataille, soit d'activer une unité non combattante, de revendiquer un emplacement sur ce plateau diplomatique et de faire l'effet qui est associé. Bien évidemment, les personnages qui sont des unités non combattantes, et ça pareil, on y reviendra dans une prochaine chronique, ont des effets parfois qui sont liés à ce plateau diplomatique et qui vont pouvoir comboter avec le plateau. Certains personnages, par exemple, vont pouvoir occuper un endroit du plateau mais utiliser l'effet d'un autre endroit, ou alors ils vont aussi comboter avec la case en question. S'ils sont sur cette case précisément, ils vont pouvoir avoir des effets bonus sur le champ de bataille ou par exemple ça va permettre de piocher des cartes. Bref, il y a pas mal de combos en fait avec ça, et donc du coup c'est ça que je trouve très 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 intéressant sur ce jeu, c'est qu'on va devoir faire comboter son deck avec ses unités non combattantes, avec le champ de bataille, et bien réfléchir à l'ordre d'activation. Bref, il y a quand même pas mal de choses à réfléchir, donc rien que pour ça je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut le détour, qui mérite d'être connu, et si ça vous intéresse, et bien justement on continuera avec d'autres chroniques, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, tout ça, dans le chat, mais même par Facebook ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à nous dire encore une fois si ce type de chronique ça vous intéresse. Si oui, on en fera d'autres. Si ça vous intéresse pas, on n'en fera pas d'autres, évidemment, hein. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était pour la première présentation de Jouons au jeu des trônes. Je sais que vous dans l'équipe vous connaissez déjà un petit peu le jeu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci pour le follow, puisque j'ai vu que quelqu'un avait followé. Je n'ai pas vu qui, mais merci. c'est marqué dans le chat. Kersined. Merci Kersined. Là, le jeu a l'air vraiment très intéressant. Bah franchement, ouais. Franchement, c'est pour en avoir refait une partie récemment, on se met très vite dedans. Les règles sont simples d'accès. Par contre,
comment dire, il a quelques inconvénients, on va dire, c'est que la communauté, elle est pas encore énormément développée, notamment parce qu'il y a des problèmes de stock, tout ça. Enfin, ça, on le sait. Mais par contre, les règles, elles sont simples. Elles ont quand même une belle profondeur. Avec ces 3 éléments différents, ça permet de faire pas mal de choses. Bref, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça a l'air grave stylé, en tout cas. On de voir ça sur la chaîne. donne bien envie. Yes, ça c'est en effet un projet qui est en cours. Tu dois On verra plus quand on aura des dates. Qui doivent revenir. T'as dit quoi? J'ai dit qu'ils doivent revenir. Qui doivent revenir. C'est ça. Ok, écoute, vu que ça défoule les passions, on va... Alex dit, moi j'ai envie qu'on continue les rubriques, mais qu'on change de présentateur. De quoi? Il a dit, il veut encore du Assoaf, Scarlett, oui. mais pas avec le même présentateur. Merci Scarlett. Je sais qui est le Sophin maintenant. Et du coup, il va nous rester Clément qui voulait nous faire un petit point aussi pour finir ce live. Ouais, on va parler de ce bouquin, le White Dwarf. Un blanc mensuel. Les blancs mensuels. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, tous les mois dedans, ils ajoutent un petit article pour mettre à jour en fait les Battletomes de Age of Sigmar. Donc, sûrement ceux qui vont pas être mis à jour tout de suite. Et ça vous rajoute des petites règles pas dégueu qui vont vous permettre de mieux jouer, entre guillemets. Enfin, pas vraiment de mieux jouer, mais d'avoir plus de possibilités, on va dire. Et des fois de vous rattraper un peu avec les nouvelles choses que vous pouvez faire en V3. Et donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui des Ossiarch Bone Reaper. Donc, ça tombe très bien parce que c'est une armée que j'ai pas mal entamé à jouer ces derniers temps et que vous me verrez jouer dans un tournoi qu'on va faire fin mars, si ça vous intéresse, le 25 et le 26 mars. Donc, vous pourrez venir un peu voir tout ça. Donc, on va vite faire regarder. En un mois, il a pas en plus. Qui est presque fini d'être peint, ça devrait être fini ce week-end, sauf le décor qui, lui, j'ai pas encore reçu. Donc, du coup, j'attends de le recevoir. Il a acheté le décor Ossiarch. Ah bah ouais, il y a un décor Ossiarch, en plus le décor est ultra stylé, donc j'étais bien obligé. Et puis il est ultra pété, mais c'est surtout ça. C'est ultra fort. Pour faire pleurer du sang ses adversaires, important. C'est ça. C'est ça. Faire pleurer du sang à ses amis. C'est ce qui compte. Quand ils jouent, ils peuvent pas trop pleurer du sang. Oh, t'inquiète. Si tu joues contre des morts vivants, enfin pas des morts vivants, des squelettes, il y a peu de sang quoi. C'est moi les squelettes, donc t'inquiète. Il peut y avoir une deuxième armée de squelettes. Avant de tuer des jeux, non, il y a un peu de chair aussi dans ces trucs, donc il y aura de quoi avoir un peu de sang. Ouais, un fond de cuve, t'inquiète. Les Nurgle, ils sont de la merde, mais c'est pas du sang. Ouais, c'est un mix chelou. Bon allez. Parlons des choses importantes. Donc, première chose déjà, on va faire un petit rappel sur 2-3 choses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des aptitudes de commandement au sein de Age of Sigmar. Donc, c'est tout bête. C'est des petits ordres que vous pouvez donner à vos unités pour faire une attaque en plus ou mieux toucher ou se défendre ou certains petits mouvements particuliers. Et en fait, les Ossiarch sont une armée assez particulière qui est sortie en plein milieu de la V2, qui en fait a comme possibilité de ne pas du tout utiliser les aptitudes de commandement génériques que tout le monde peut utiliser et d'avoir en fait leurs propres aptitudes avec leurs propres points de commandement. En fait, ce sont des points de discipline inflexibles. Ils en ont beaucoup plus que les autres armées vont avoir de points de commandement. Et en fait, ils vont pouvoir les utiliser avec à peu près les mêmes restrictions. Une différente, c'est qu'en fait, une même aptitude peut être utilisée plusieurs fois durant une phase. Mais c'est juste qu'une unité ne peut donner et recevoir par contre qu'un seul ordre. Donc ça vous permet quand même de pouvoir faire pas mal de choses, sachant que vous en avez beaucoup plus que ce que votre adversaire va avoir. Je confirme. Donc, on va voir ça un peu, parce que du coup, ça a été mis au clair, mais je sais pas si je vais préciser la façon dont sont générés les points de discipline inflexible. C'est assez simple, vous en gagnez un par héros présent sur le champ de bataille et 3 si Catacros, donc qui est le grand héros, on va dire, de cette armée, est présent sur le champ de bataille. En plus de ça, si vous avez été premier joueur du round, vous avez 1 point. Si vous êtes le deuxième, vous avez 2 points. Donc ça marche comme pour les points de co. Et
petit truc en plus, en début de chaque phase de héros, vous lancez autant de dés que vous avez d'unités, sur un 6 vous ferez un point supplémentaire. Donc en fait ça fait très rapide, c'est-à-dire que même sur du 1000 points en général, vous allez toujours avoir beaucoup de points de co et peut-être pas pouvoir tous les utiliser. Et en fait, dans ce petit bouquin, ils en ont ajouté 2 nouvelles. Donc hop, je passe là-dessus. Donc en fait, il y avait déjà avant Simple Implacable qui existait déjà, qui est utilisable en phase de mouvement et qui permet en fait d'ajouter 3 pouces à votre mouvement. Donc ça ne vous empêche pas de tirer ou de charger et encore moins de courir si vous voulez. Donc en fait, c'est un petit mouvement, ça peut vraiment vous permettre, par exemple, une cavalerie qui a un mouvement de 12, ça le fait passer à 15, ça fait bien plaisir. Guillaume en attestera, une unité qui traverse le champ de bataille d'un coup, ça peut surprendre. Facilement. Je les ai entendus, les squelettes. Je vais rajouter un point sur ce que tu as dit, parce que du coup, c'était important. Ouais, Dans ce dis-moi. fameux tournoi, du coup, moi, je fais jouer Luminette. Et donc, j'avais un sort qui me permettait, moi, de faire dépenser 2 points de commandement au lieu d'1 à tous les générals. Et en fait, bah, ça marche sur toutes les armées, sauf la tienne, au final. Voilà. Donc c'est plutôt pété. c'est ça, c'est plutôt pété et c'est encore plus pété quand on sait qu'on est dans la même équipe, toi et moi, que du coup, ça n'a aucun impact sur le tournoi en fait. Du coup, Mais ça n'a pas d'impact sur le tournoi, mais c'est bien de le préciser pour les gens hors tournoi. enfin bref. Merci Marco pour ce sel un peu éparpillé comme ça. C'est pas grave, hein, si je veux que je dise plus rien, je dis plus rien, mais moi je trouve ça bien. Non, mais c'était une non, très bonne c'est intervention, pas mais ça ressemblait plus à du. Putain, c'est dégueulasse, son truc de merde. Moi, mon sort, il marche pas dessus. Ah mais c'est vrai, c'est vrai Marco, t'as raison, c'est bien de le préciser que quand on est quand on vise, quand on a une capacité qui vise des points de co, ça ne fonctionne pas du coup parce que ce ne sont pas des points de co. Exactement. Tout à fait. Et du coup, on va continuer. Donc ça, là, on a fait la première aptitude. Donc, c'est des aptitudes que vous pouvez utiliser sur toutes les unités de l'armée. Hein. Ce sont des aptitudes de commandement Osiark. C'était bien ce que j'avais précisé ici. Ce sont que pour les Osiark et je rappelle qu'ils ne peuvent pas utiliser les autres aptitudes de commandement existantes. Et ensuite, on a donc 2 nouvelles aptitudes. On a la première qui est réparer les constructs. Elle est très simple, mais un peu particulière. Et si une unité n'a pas fait de mouvement durant la phase de mouvement, à la fin de cette fameuse phase, ils peuvent se soigner de D3 blessures subies ou D3 figurines équivalent en points qu'il va pouvoir vous ramener. C'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie, puisqu'en fait, ça va vous imposer de ne pas être au corps à corps avec des unités adverses pour pouvoir utiliser cette aptitude, et en plus de ça, ne pas bouger. Donc ça va être très particulier, ça va être dans les cas où votre unité est présente sur un objectif et l'adversaire est parti ou autre, et puis vous voulez juste vous reconstituer avant une charge future ou autre. Donc c'est un peu spécifique, mais c'est toujours ça va vous donner des petites billes en plus pour dans certaines situations particulières. Et ensuite on a donc la 3e aptitude générique qui est coordination inébranlable. Alors celle-ci n'est utilisable que par des héros, elle est utilisable en phase de combat, en fait après que l'un de vos héros ait combattu. Ce qui se passe, c'est que donc, vous combattez avec votre héros, normalement c'est censé être à votre adversaire de jouer, sauf que vous pouvez utiliser cette aptitude pour faire combattre une unité Osiark à côté de votre héros, qui a donc du pouvoir enchaîner en fait, qui n'a pas encore combattu, je précise. Ça vous permet en fait de skipper vite fait le tour de votre adversaire pour pouvoir faire taper 2 unités assez rapidement. Alors ça c'est la version de Clément, de skipper vite fait. La version officielle, ça permet de défoncer l'adversaire avant qu'il ait pu vous foutre une calotte. C'est tout. C'est ça que ça veut dire, monsieur. C'est ça la réalité. Bon alors, c'est encore une fois, quand je vous le dis comme ça, c'est assez balèze, mais en fait, quand on regarde dans les faits, les Osiark ont très peu de héros qui tabassent en fait. Ils ont majoritairement des sorciers qui sont des petits personnages totems qui vont rester derrière. Et en fait, à part les suzerains, donc qui sont les héros sur monture, donc c'est-à-dire qu'il y en a un normal et un nommé, enfin un générique et un nommé. Sinon, en fait, il n'y a pas trop d'autres héros avec qui ça vous intéresse d'utiliser. Peut-être Catacross s'il est quasiment mort, parce qu'en fait, il ne tape bien que dans ces conditions-là. Donc, c'est un peu particulier, mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre... ça vous donne des possibilités en plus, voilà, pour le reste de la bataille. Ça fait plus compétence que tu vas utiliser quand
quand le plan s'est pas vraiment déroulé sans accroc, et du coup C'est tu ça. sens que t'as un truc en fait qui peut te rebooster d'un coup, qui peut changer enfin en tout cas retourner la situation, on va dire. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, même si c'est quelque chose que tu utiliseras peut-être pas tout le temps. C'est quelque chose que tu peux utiliser quand ça se passe pas top quoi. C'est ça, mais c'est... Ou alors quand tu as vraiment un objectif d'éclater une unité, tu sais qu'avec un seul mec tu peux pas y arriver, mais avec le héros plus l'unité à côté, ça devrait être jouable pour tuer un monstre et éviter de se taper une riposte qui pourrait faire extrêmement mal. Ça peut toujours être utile, voire même diminuer un monstre au maximum pour que quand il se mette à taper, il est bien baissé sur son tableau de blessures. En fait, ça va, c'est une petite... c'est un petit truc en plus qui, dans vos parties, faut y penser en fait, c'est surtout ça, faut les avoir en tête, et il y a des situations où ça va vous servir. Ça se moque un peu de mes mecs, là, j'aime pas trop ça. On va enchaîner avec des aptitudes héroïques, et ça, c'est super bien. Donc, petit rappel aussi, petite piqûre de rappel sur les aptitudes héroïques. À chaque début de phase de héros, donc la vôtre, et celle de votre adversaire, vous allez pouvoir choisir un héros et effectuer une des 4 actions, aptitudes héroïques disponibles. Donc on les connaît, il y a une qui vous permettrait de générer un point de commandement, une autre de soigner un héros, une qui vous permet de rendre un héros un peu plus fort et un petit peu plus résistant durant juste ce tour-là, et la dernière qui vous permettrait de dissiper un sort supplémentaire de votre adversaire. En tout cas, tenter de dissiper. Et en fait, les Osiarques étaient un peu dans la merde, parce qu'en fait, celle qui permet de générer le point de co qu'on utilise quasiment tout le temps, ça leur sert à rien, parce qu'ils n'ont pas de points de commandement, ils ont des points de discipline inflexibles. Donc en fait, ils étaient un peu comme des cons dans cette phase-là, ils utilisaient quasiment rien. Et ça change un petit peu, parce qu'ils ont droit à 2 nouvelles actions héroïques. Alors, petit défaut sur l'une des deux, c'est qu'elle n'est utilisable que dans votre propre phase de héros. La deuxième aussi, mais de toute façon, ça n'a pas d'intérêt dans la phase de héros adverse. Donc la première, c'est commandement inflexible. C'est très simple, ça vous permet de gagner 1 point de discipline inflexible sur l'un de vos héros de votre choix. Donc ça fonctionne comme celle des points de commandement, sauf que là, pas besoin de lancer de dés, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est utilisable que dans votre phase de héros à vous. Donc voilà, un petit point, un petit ordre en plus, sachant que vous en avez déjà pas mal, mais si vous savez que vous allez faire un tour avec blindé d'ordre dans tous les sens, ça peut être toujours intéressant. Et merci Cendre Flamme pour le follow. Yes, merci. On enchaîne avec la deuxième action héroïque, qui est pour moi la meilleure des deux, qui vous permet de choisir l'un de vos sorciers, et le premier sort qu'il tentera de lancer sera indissipable. Et ça, c'est juste la folie en fait. C'est-à-dire que vous avez des très très bons sorts côté Osiark, et vous n'avez pas beaucoup de boost pour pouvoir les lancer. Donc avoir cette petite sécurité pour lancer un sort qui va bien amuser votre adversaire, sans qu'il puisse le dissiper, surtout s'il est supérieur à vous en termes de puissance magique, ça sera toujours très intéressant. Donc pour moi, c'est l'aptitude héroïque qui sera quasiment tout le temps utilisée sur vos phases de héros, parce que du coup, c'est quand vous allez lancer un sort. C'est vrai que l'avantage pour toi en plus, Clément, c'est que jusqu'à présent, quand tu lançais un sort, tu faisais que avec tes 2 dés, tu faisais que 10 ou 11. Donc là, finalement, ça t'assure quand même de... Je dis ça parce que la dernière fois, vous l'aurez compris, on avait fait une partie avec Clément, et donc du coup, quand il y avait un tour en l'occurrence où il a lancé 3 sorts de suite, où il a fait 10, 11, 12, je sais plus, c'était indécent quoi. C'était assez drôle. Ouais, c'est vrai que quand on fait des 12, ça sert pas à grand chose, mais on sait jamais. Ça peut toujours permettre. C'est un 12 que tu ne peux pas dissiper. Exactement. Voilà. Mais tu as des aptitudes qui permettent des fois de dissiper un sort automatiquement, donc ça peut toujours être utile d'avoir un truc comme ça au cas où. Yes. Donc pour moi, c'était la meilleure aptitude que vous trouverez ici. J'ai pas fait dans le bouquin, il parle aussi de tout ce qui est jeu libre et campagne pour la gloire. Je me suis concentré sur les parties règles de base plus la partie jeu égal, qui est celle que je pratique uniquement. En fait, j'ai jamais fait de jeu libre ou de campagne pour la gloire, en tout cas pas encore, parce que ça je serais pas totalement contre. Et on va enchaîner avec les grandes stratégies. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis hop, une petite bouteille à la mer comme ça. Si quelqu'un est intéressé, ça peut être sympa. Donc je disais, j'enchaîne avec les grandes stratégies et les tactiques de bataille. Donc
petit rappel encore une fois, sur la V3 d'Age of Sigmar, quand vous créez votre liste, vous devez choisir une grande stratégie. C'est une petite mission connue de votre adversaire, et si vous l'accomplissez, vous gagnez 3 points de victoire en fin de partie. Donc il y en a pas mal de génériques, et tous les nouveaux Battle Tom, on ajoute des spécifiques à chaque armée. Donc là, les Osiark en ont eu une spécifique qui est pas mal, et je reviendrai sur les tactiques après. Et du coup, ils ont gagné efficacité inflexible, et j'ai dit que c'était pas mal, mais en fait, j'ai totalement menti. Parce qu'en fait, elle est pas si bien que ça. En fait, elle vous demande d'avoir, alors je sais plus si je dis pas de conneries, voilà, ça, il faut avoir au moins une unité donc de Mortec Guard ou de Cavalos Death Rider, donc c'est votre ligne de base ou vos cavaliers qui sont eux aussi lignes, qui doivent finir la partie avec autant de figurines qu'elle l'a commencé. Et en fait, alors ok, c'est faisable, ça va dépendre de la partie, mais en fait c'est beaucoup plus dur que la grande stratégie existante qui est tenir la ligne, où il faut juste que l'une de vos lignes soit encore en vie. Là on vous demande d'avoir une ligne entière en termes de capacité, donc c'est pas fou. Et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que nos grandes stratégies qu'on connaît aujourd'hui, eh ben, en fait, elles vont tenir jusqu'à cet été. Après, on va avoir de nouvelles grandes stratégies, puisque la version va changer, on va avoir une nouvelle saison, et ces grandes stratégies qu'on connaît vont dégager, et on va potentiellement en avoir d'autres beaucoup plus dures, et celles qu'on a aujourd'hui, où des fois on les regarde, on se dit « ouais, c'est naze », bah, vont peut-être devenir intéressantes plus tard. Bah, surtout que, en fait, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que chez les Osiark, dans une autre armée, ça serait impensable de la réaliser. Mais chez les Osiark, en fait, t'as quand même pas mal de compétences qui te permettent de faire repop des mecs. Donc, c'est envisageable. Tu vois, par exemple, ta grande stratégie, c'est ça. Tu te dis que tu vas stacker un objectif avec ton unité. Et pendant ce temps-là, tu fais repop parce que l'adversaire est loin, et puis voilà, tu finis avec ton unité full. C'est pas simple, c'est pas évident, mais c'est pas non plus irréalisable. C'est pas irréalisable, mais en fait, aujourd'hui, il y a mieux. C'est-à-dire que, en fait, tu prends une autre mission qui va être l'équivalence, et plus facile à accomplir sur les mêmes unités. En fait, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, demain, ça pourrait être intéressant. Et effectivement, les Osiark ont beaucoup de capacités de soins un peu partout. Ça peut vraiment devenir très très fort. Et je vous enverrai le numéro du coup pour je trouvais un joueur faux dans notre région. Et je vais enchaîner avec donc les tactiques de bataille, donc la même chose. Prix du SMS. Lire les petits trucs en bas de l'écran. Les 1 € sont reversés entre jeux studio, bien évidemment. Donc du coup, les tactiques de bataille, c'est quasiment la même chose que les grandes stratégies, sauf que vous la choisissez au début de votre tour. Si vous l'accomplissez, vous gagnez 2 points de victoire à la fin de votre tour. Il y en a pas mal de possibles. Et là, ici, on en a 3 nouvelles. Donc on a piétiné toute opposition, qui est pas la meilleure des 3, on va pas se mentir. Elle est un peu particulière. Il faut que vous ayez une unité de cavalerie qui a plus de 3 pouces, donc pas au contact d'une unité, qui doit faire un mouvement de charge durant ce tour et finir le tour toujours au contact de l'unité. Donc c'est assez particulier parce qu'en gros vous devez charger l'unité, l'engager, donc être sûr, et ne pas la tuer parce qu'il faut qu'à la fin vous soyez toujours au contact avec elle pour la réussir. Donc c'est un peu particulier. Très situationnel quand même. C'est très... Ouais, voilà. C'est que si tu sais que tu peux pas les pétas direct, ça peut être bien de la jouer. C'est ça en fait. C'est non plus quoi. Si tu vois une unité que... Alors par contre c'est ça, c'est qu'il faut que tu ne la détruises pas, mais il faut pas non plus que tu te fasses détruire, parce que ton unité doit quand même rester au contact. Bon après, du cavalier c'est quand même assez résistant, on parle d'un mec, un pack d'unités de 5 mecs qui ont 15 PV au total, avec une sauvegarde à 4. Ça peut tanker, mais c'est un peu particulier, c'est pas la meilleure des 3. On a ensuite récursivité impavide, très bizarre ce mot impavide, mais peu importe, en fait celle-ci elle va se baser sur l'aptitude qu'on a vu tout à l'heure, donc l'aptitude de commandement qu'on a vu tout à l'heure, qui va vous permettre en fin de phase de mouvement de faire réapparaître des figurines dans vos unités. Et en fait celle-ci vous demande de choisir d'avoir 2 unités qui vont récupérer des figurines ce tour-ci, grâce à cette aptitude. Donc en fait, c'est extrêmement réalisable. En fait, la seule chose, c'est qu'il vous faut 2 unités de Mortec Guard, parce que c'est les seules qui vont pouvoir en fait faire revenir des unités, parce que c'est les seules unités à un seul PV. Et en fait, vous allez juste avoir 2 unités qui ne bougent pas, vous utilisez 2 points de co dessus, et vous faites revenir au minimum une figurine dans chaque pack, et c'est faisable en fait. Donc, tu peux pas les bouger si tu les soignes, c'est ça? En fait, ouais, voilà, par contre, il ne faut pas bouger, il ne faut pas non plus être au contact de l'adversaire. C'est les 2 seules restrictions.
c'est pas forcément si facile que ça. Alors, Il y a c'est quand pas même si des facile, mais en conditions. fait, en début de tour, tu le sauras. C'est-à-dire qu'au début de ton tour, si tu vois que tu as deux unités qui ne sont pas engagées et que tu te dis, bah ok, elles, je peux ne pas les faire bouger et faire mon aptitude gratos, bah c'est faisable. Par contre, si tu vois que toutes tes unités sont au contact, bah tu vas pas la choisir parce que ça va pas être Mais faisable. ça veut dire que 2 unités, t'as rien fait avec eux pendant tout le tour quand même. Bah, ces deux unités, voilà, ces deux unités qui seront restées en arrière, qui soit seront Bon, c'est en cool, gardien de but. T'as gagné 2 PV, mais ils ont rien, ils ont Alors, rien foutu. ils ont rien fait. Après, ça dépend, parce que ça peut être des unités qui seront en arrière pour protéger des objectifs chez toi, pour éviter que ton adversaire fasse des frappes en profondeur et te récupère des objectifs. Tu vois, Mais ça peut. ça va être très cool. Mais du coup, peut-être que si elles sont en arrière pour protéger un truc, elles ont peut-être pas eu les unités en moins nécessaires pour pouvoir faire ça. C'est ça. Donc c'est assez particulier, je suis totalement d'accord avec toi. Donc c'est si t'as pris des tirs, que t'as perdu un mec avec du sort, des petits effets secondaires, enfin t'as plein de trucs Maintenant possibles. que je vous explique ça et que nous, on connaît pas forcément sur qui on joue, je Ah, c'est ça. m'amuserais pas de faire une blessure à des mecs qui sont à distance derrière. Ça peut me servir. Après à 1000 points, je t'avouerai que c'est pas fou parce que je vais pas avoir non plus beaucoup d'unités de Mortec. Donc si je dois me dire pendant un tour, bah, en fait je ne fais rien de mes deux unités pour pouvoir faire mon aptitude, c'est pas la folie. Par contre à 2000 points, si t'as 4 ou 5 unités de Mortec sur le plateau, potentiellement tu peux en avoir certaines qui restent en arrière pour protéger des zones d'une future attaque, et si elles ont subi déjà des blessures, bah, en fait c'est réalisable. Par contre effectivement les cas où vous allez pouvoir le faire vont être un peu plus rares, donc il faut juste l'avoir en tête. Encore une fois, aussi, finalement. C'est dit vrai quoi, parce que Guillaume moi, j'avoue, je raisonne beaucoup 1000 points comme on parle de 1000 points. C'est Oui. vrai qu'à 2000 points, ça a beaucoup moins d'impact que sur 1000 points. Moi, par contre, je suis vraiment content parce que du coup, je viens d'apprendre la définition de un pas vide. Que voilà, merci. Ok. Et bah tu peux Attends, nous faire la définition s'il te plaît, comme ça on le sait tous. Bien sûr, qui n'éprouve ou ne montre aucune crainte. Merci, c'était gratuit. Voilà. D'accord. C'est. Bah, écoutez, c'était la minute, Il a pas vite. Je Le croyais petit que c'était Larousse. je croyais que c'était quand une chaussure marchait toute seule. Mais du coup, Ok. Allez. Du coup, on va enchaîner. Du coup, on va enchaîner hein, parce que là, ça devient gênant. On va passer sur la dernière aptitude. Team l'exige. Pardon, la dernière tactique de bataille disponible. Et celle-là, par contre, elle est vraiment très bien. En fait, vous allez pouvoir choisir un héros ou un monstre ennemi sur le champ de bataille et le tuer. Si vous le tuez, vous gagnez dans votre tactique. le mec, il met du suspense. Vous allez devoir choisir un héros ou un monstre, Et le tuer. et vous allez devoir lui fumer sa gueule. Le destroy, en fait, tout simplement. Ça, c'est une tactique qui a été faite pour moi, ça. Et en fait, bah, c'est une tactique qui est vraiment géniale. En plus, elle a un petit bonus parce que si vous accomplissez si vous tuez ce héros ou ce monstre avec votre monstre, donc le Gothizar, celui qui permet de faire au pop des unités et qui peut très bien tuer des gens, ça y a pas de souci, il s'en sort très bien. Vous gagnez un point bonus. Et en fait, Oui. Ouais, il peut très bien lutter. Et un point bonus en ce moment si on a péta un monstre, et un point bonus si t'as péta avec un monstre. alors là, tu auras que le point bonus parce que tu as pété un monstre, parce que tu auras déjà celui de l'avoir fait avec ton Gothizar. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous donne une deuxième possibilité pour tuer un monstre ou le général adverse, qui sont des tactiques existantes déjà. Donc si par exemple vous avez foiré à un moment donné de tuer le général, mais vous pouvez réessayer avec celle-ci de le faire. Pareil pour un monstre, si vous avez déjà tué un monstre, bah, vous pouvez en tuer un deuxième avec cette aptitude. Et en fait, l'autre fait qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir tuer un héros qui n'est pas le général adverse. Et des héros, des petits héros à 5 PV tout pourris qui sont dans des coins, il y en a une chier sur le champ de bataille. Et grosso modo, t'as une catapulte aux arcs, tu dis, ce petit héros là-bas, je mets tout sur sa gueule, il a une sauvegarde à 5, il va se taper 3 tirs, s'il y en a un seul qui passe, il est mort. Ça vous suffit largement en fait. Et votre tactique, elle est accomplie en fait. C'est Un petit héros totem là qui est là C'est ça. juste pour relayer les effets, les machins. Que finalement il a pas une save de ouf. En plus, il est quand même un peu proche du combat, donc pour peu qu'il soit déjà pris un shoot dans la tronche ou quoi, ouf, ça fait popcorn et puis ça te fait des points gratos quoi. C'est ça. Donc moi, pour moi, cette aptitude, ça reste la meilleure parce qu'elle va vraiment vous donner plus de possibilités par rapport à ce qui existe déjà, et même une possibilité plus facile. Parce que bah du coup, souvent les généraux ce sont des gros lards qui vont profiter de leur trait de commandement et de compagnie. Là, vous allez pouvoir choisir celui qui n'a pas du tout été buffé et que votre adversaire a un peu mis de côté en se disant ouais, celui-là je m'en bats les couilles. De toute façon, il craint rien et c'est pas grave si mon adversaire le bute. Et bah là, en fait, ça va vous permettre de faire une tactique de bataille et potentiellement gagner 2 à 3 points sur la partie. Yes. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire que c'est déjà pas mal, parce que ça fait pas mal de petites choses. Le mec, il nous a sorti des règles comme as. Ouais, bon, on s'arrête là. Ah, écoutez, après, ça on va fait encore trop, faire un petit peu. Non, mais. C'est En vrai, comme nouvelle règle. Donc en fait, t'as un white pour 3 pages.
En fait, c'est bien parce que je l'ai pas acheté parce que mon pote est abonné, donc il me l'a prêté. Donc merci Alex de me l'avoir prêté et je te le rendrai du coup quand on se reverra. Et ça, Jamais. c'est pratique. Il ne le rendra pas, ça. Jamais, c'est le mien maintenant. Non mais tu vois, pour faire un petit bilan quand même de Il ça. a déchiré les pages. Ouais, mais en fait, ça se retient assez bien. Mais si je dois faire je viens de croire, oui. si je dois faire un bilan malgré tout, en fait, les Ozark, pour moi, alors cette petite mise à jour, ça leur fait pas mal de bien parce qu'ils ont quand même beaucoup de petits buffs. Il y a des possibilités en plus, même si elles sont pas toutes exceptionnelles et pas toutes utilisables tout le temps. En fait, elles ont ça Ouais. tout le temps. En fait, ça, c'est un peu pas décevant, je dirais, mais ça fait pas passer vraiment le Battle Tom en V3. En fait, ce Battle Tom avait un gros défaut avait un énorme avantage avec ses aptitudes de commandement. Et quand on est passé en V3 avec les aptitudes de commandement ont eu un énorme up, les aptitudes génériques avec beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus d'aptitudes à faire, mais en fait, eux n'en bénéficient pas. Et du coup, en fait, ils ont perdu toute la partie réaction que les autres armées ont gagné en aptitude de commandement. Et en fait, aujourd'hui, grâce à ce qu'il y a eu ici, ils ont heureusement quelques actions héroïques qu'ils ne pouvaient pas faire ou des petits manques qu'ils avaient en action héroïque qui du coup leur permet de récupérer un peu ça, mais ça fait plus une espèce de 2.5 qu'une version 3 et ça manque un peu de réaction en phase de mouvement adverse pour pouvoir faire un redéploiement comme les autres armées peuvent faire ou en phase de tir pour pouvoir se défendre, voire même en phase de combat pour pouvoir se défendre si jamais vous avez des unités qui sont attaquées, parce que là vous n'avez rien pour faire ça dans l'armée Ozark, et c'est aujourd'hui un peu le défaut de cette armée. Donc ça va quand même permettre d'avoir un petit peu plus de choses à faire, un peu plus de choix jusqu'à le prochain BT, mais on risque d'avoir facilement une bonne année à attendre avant d'en voir un nouveau Battleton là-dessus. Celui-là, il est de quand le White Dwarf? Je pense que c'est celui de janvier, mais maintenant ils mettent plus les dates dessus. Il me semble bien que c'est celui de janvier, si je dis pas de conneries. Et ils mettent pas. Il est sorti juste après celui de City of Sigmar. Mais non, il est sorti après celui des Soulblight Grave Lord. Parce Et que deux- moi, quand j'en ai acheté un, c'était en novembre ou en décembre. Et celui que j'ai acheté en novembre ou décembre, c'est City of Sigmar. C'est Bah, le numéro combien, le White Dwarf, Clément? De quoi? C'est le numéro combien? Parce que Ils mettent les numéros, maintenant ils mettent plus les mois. C'est le 472. Et pour moi, c'est celui Voilà. du mois de janvier. Donc c'est le 472, ça sera plus simple à retrouver avec ça. Bon, du coup pour cette pour ce hype, oula, j'ai eu un bug là. Ce Pour ce yup. hype des Ozark, c'est quand même, enfin, ça amène quand même des choses qui sont intéressantes à une armée qui finalement était déjà quand même plutôt dans le haut du panier. Enfin, je veux dire, ça se joue bien, il y a pas mal de possibilités. On l'a vu ensemble, Clément. Alors certes, c'était sur du 1000 points, mais ça peut rouler sur l'adversaire si les planètes s'alignent. Enfin, après, tu vois, le remettre encore plus à jour, faire des ups un peu plus importants, est-ce que ça aurait pas déséquilibré dans l'autre sens? Alors, Je ne sais pas. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner justement avec ces nouvelles règles dans les tournois, dans tout ça, quoi. Pour moi, vraiment, ce que je disais, hein, c'est-à-dire que l'armée est jouable aujourd'hui. Tu vois, j'ai fait des victoires contre toi, donc c'est pas parce que je peux pas réagir durant votre tour que je peux pas, enfin que l'armée ne peut pas performer, on va dire. Le seul défaut, en fait, c'est que je pense qu'il y aura une petite lassitude. Moi, je commence déjà un petit peu à la voir. J'ai fait pas beaucoup de parties avec, mais je commence déjà un peu à le ressentir. En fait, t'as pas cette impression de jouer en V3 parce que tu n'as pas de réaction, en fait. C'est-à-dire que ton adversaire fait des choses, et là où normalement tu peux réagir de différentes façons, avec eux tu n'as pas ça, et en fait t'es juste à regarder ton adversaire, donc c'est là où tu restes en V2 en fait, durant le tour de l'adversaire. Plus d'anticipation, on va dire, parce que tu peux buffer tes unités, donc il faut que tu anticipes le tour de l'adversaire, C'est mais ça. tu peux pas réagir au tour de l'adversaire. C'est Donc ça, vrai qu'il y a une et différence en termes de mécanique de jeu, en termes de plaisir de jeu, c'est vrai que c'est une différence qui est pas négligeable, donc il faut le prendre en compte. Donc du coup, le point d'alerte, en effet, je l'entends, peut-être pas tant sur la performance, sur les compétences et le potentiel, on va dire, de l'armée, mais peut-être plus en effet sur la dynamique de jeu. c'est ça. Après, je pense que juste leur donner ces aptitudes-là n'est pas la solution, parce que ça rendrait peut-être justement l'armée trop forte. C'est-à-dire qu'elle aurait tout son pool d'aptitudes, plus en plus pouvoir se redéployer, se défendre et tout. T'es buffé, puis ensuite, C'est ça. donc avant d'arriver sur l'unité buffée, en plus tu t'es pris un tir de contre-charge ou quoi. Ouais, c'est fini. Non, alors le titre de grand char, c'est pas possible parce que leur catapulte ne peut pas tirer à 6 pouces et c'est obligatoirement à 6 pouces, mais dans l'idée, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, en fait, Il est tatillon. à mon avis, ce qu'ils devraient faire, en fait, c'est trouver des équivalences à leurs armées pour pouvoir réagir. T'as dit quoi, Marco? Ils ont pas d'archer dans ton armée? Ils ont Non, une mais ça me catapulte. montre, par exemple, qu'il y a un tir.
Donc, Ouais, ils le ont monstre que- a un petit tir. Donc ça Ok. peut faire un tir de contre-charge. C'est vrai. Mais il y a une rumeur d'unité d'archerie qui devrait débarquer à cause de l'unité de, qu'on s'appelle de Underworld. En fait, il y avait une petite bande Underworld avec un archer dedans. Du coup, il y a des rumeurs d'archers qui débarqueraient dans cette liste-là. Enfin, dans cette armée-là, pardon. Ok. Bah écoute, merci Clément. Et du coup, merci aussi à Aventurier des Jeux et à Marco, puisque cette petite chronique vient clôturer ce live. Donc bah, merci de nous avoir suivis déjà. Hein. J'espère que ça vous a plu. On essaie, comme vous le voyez, on essaie de mettre en place des nouveaux formats, on essaie d'améliorer les chroniques, tout ça, d'avoir des choses plus visuelles aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est hyper important pour nous, pour savoir si on va dans le bon sens, si ça vous plaît, tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas. Et Scarlix, tu as le droit de nous faire des retours sans faire de blagues en fait des fois comme ça on sait si ça vous plaît vraiment ou pas. Honnêtement, il y a qu'à voir son attitude. Si vraiment ça lui plaisait pas, il serait pas fidèle au Non, poste. mais bien sûr, je dis ça en le taquinant et il le sait très bien. Mais en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis, les copains. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui auraient loupé une partie de l'émission, bah, vous retrouverez le replay sur YouTube comme d'habitude. Demain. Pardon ? Ce sera demain matin, il sera dispo sur YouTube. Voilà, c'est ça. Bah voilà, merci Scarlix pour cette réaction à chaud. Il fait toujours du bien. Du coup, on va passer au classique petit mot de la fin. Clément, t'étais sur ta lancée, donc je te laisse moter de la fin en premier. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu, et que toutes nos petites présentations vous a plu, parce qu'on n'a pas fini, malheureusement. On en a une chier qui vont débarquer, et toujours plus, c'est notre objectif maintenant. Et sinon, ne partez pas à la fin du live, on va faire un raid, parce qu'on oublie de le dire à chaque fois, et du coup, on va faire un petit raid avant la fin, donc ne partez pas directement. Yep, bien joué. Aventurier des jeux, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, pensez au fluff dans le wargaming, c'est important. Il n'y a pas que le hobby, il n'y a pas que le jeu, mais le fluff c'est très important et ça vous fait voyager. C'est vrai. Arrêtez de lancer des dés et lancez des livres à la place. Et lancez des livres. T'imagines, tu inventes un nouveau jeu, tu lances un livre et puis sur la page, tu sais, le score c'est la page quoi. Alors, ne pas faire dans les bibliothèques. Ah ouais, j'ai 534 blessures, c'est beaucoup mon gars. Marco, ton petit mot de la fin. Bah écoute, super intéressant la rubrique Song of Ice and Fire. Je trouve ça cool de découvrir un jeu en même temps que tout le monde. Et puis voilà, sinon, bah, c'était encore une soirée assez agréable. Et puis, Aventurier des Jeux, il va dépenser des sous pour ses Zelda. Non, j'ai une armée en tête et c'est en cours. Ouais, mais elle est en tête. Elle est en tête alors que les Eldar ils sont dans ton cœur. Ils sont dans ton cœur. Parle avec ton cœur. Ah mais j'aime bien parce qu'au final, Aventurier des Jeux, c'est le seul ici qui croit encore qu'il va pas les acheter. Mais bon, c'est pas grave. Bon, C'est important. du coup, sur ce, les copains, merci encore de nous avoir suivis. Comme l'a dit Clément, ne partez pas, on va faire un peu de carré. Et d'ailleurs, t'as dit quoi, Marco ? Et toi, ton mot de la fin? Ben, je suis en train de le faire, puisque du coup, merde, tu m'as fait bugger. Ça allait sortir. C'était là. Mais, oui, le petit mot de la fin, c'est quand même le planning. Le planning, comme toujours. Clément, on a un planning là pour. C'est demain ? Demain soir, rapport de bataille, Oziark Bone Reaper contre Stormcast Eternal, Mathieu contre moi. Petit entraînement si ça vous intéresse. Si vous La voulez voir en cote application. est de 55 contre 1 pour Mathieu. Alors je vais préciser dans ce cas qu'il joue un dragon, et peut-être que la cote a bougé. C'est ça, ouais. Même avec un dragon, il sait pas tirer les dés. Moi, je vais foutre la merde. Moi, je dis que je suis quand même le 1. Parce que honnêtement, un dragon. T'es Non, quand en vrai, même il a le un 1. dragon. Non, mais en fait, t'as pas compris. 55 contre 1. Ça veut dire qu'en gros, tu gagnes Ah oui, pardon, 55 balles si Mathieu il gagne, et tu gagnes 1 Excuse-moi, balle. C'est Clément qui gagne. Je recommence, excuse-moi Marco, Jean-Michel, sérieux, c'est 55, effectivement, je serai le...
Je serai pour Mathieu. Désolé. Mais en vrai, du coup, si, le dragon, ça peut changer, hein, parce que mine de rien, c'est quand même un dragon qui est équipé de la compétence 2000 likes sur Instagram. Donc, bah, pour le coup, ça peut quand même faire la diff. Enfin, il y a moyen quand même que ça. Ça fait la diff. Je confirme. Mais en tout cas, voilà, c'est demain soir sur Entre Jeux Studio. Donc, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Comme ça, vous allez voir si les compétences, si les nouvelles possibilités des Osiers que nous a présenté Clément ce soir, c'est complètement pété ou pas. Et vous allez voir que les Stormcast, c'est complètement pété. Donc voilà. S'il va faire le truc, oh, je vais péter un petit chef de 5 points de vie avec ma catapulte. C'est ça. Alors regarde, j'ai 3 lancés, c'est sur du 2+. En passant, t'es mort. Non, je ne joue pas de TDP. Bref. Par contre, je vois Scarlix, demain, je veux que vous spammiez cet emote pendant la partie. C'est que Mathieu va devoir ouvrir son Battle Tome. S'il vous plaît, oui. Comme ça, Mathieu, en plus de ne pas connaître le BT, en plus de ne pas connaître les règles, il va être focalisé sur le chat, il va pas savoir jouer. C'est vrai. C'est magnifique. Bon allez, cette fois-ci c'est fini les copains, merci à tous de nous avoir suivis, on vous dit à plus, donc pour entre deux guerres, ce sera dans 2 semaines, toujours le jeudi à 21h, et pour ceux qui aiment la game, eh ben, ce sera demain soir, toujours sur Entre Jeux Studio. Ciao tout le monde. Change d'écran. Ah